Bonjour à tous, bonsoir Monsieur Monin, et tout d'abord bienvenue à Audencia. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir, et cela d'autant plus que vous êtes en quelque sorte l'un des nôtres, puisqu'à l'âge de 22 ans, en 1981, vous sortez diplômé de l'EM Lyon. Vous aviez déjà pour but de travailler dans le milieu culturel, un objectif que vous qualifiez vous-même d'atypique pour l'époque. En effet, nous savons que la diversité des débouchés qu'offrent aujourd'hui les écoles de management n'existe en réalité que depuis peu, et l'orientation que vous avez choisie dès votre sortie de l'école en devenant conseillère en gestion pour les entreprises culturelles témoigne de votre détermination et de votre profond engagement pour le développement de la culture. En 1983, vous entrez à l'ADMICAL en tant que délégué général. Vous resterez 5 ans dans cette association avec pour but de développer le mécénat d'entreprises, aussi bien des entreprises industrielles que commerciales, de conseiller les entreprises mécènes, de les représenter auprès des pouvoirs publics, ainsi que de les former au processus de mécénat. C'est en 1989 que le coup de foudre a lieu, si j'ose dire. Vous rejoignez l'une de nos institutions les plus prestigieuses. Je veux bien entendu parler du Louvre, où vous allez occuper jusqu'à aujourd'hui plusieurs fonctions, à commencer par celle de chef du service de la communication. Vous deviendrez par la suite directeur adjoint, puis directeur du développement culturel, toujours dans un souci de promouvoir la culture et d'aller vers le public. Enfin, et ce depuis 2009, vous exercez les fonctions de directeur du développement et du mécénat au Louvre, avec pour mission cette fois-ci la recherche de fonds privés provenant des entreprises, des fondations ou encore de donateurs individuels. Donc le mécénat qui est une stratégie encore peu développée en France. Parallèlement à ce poste au sein du musée du Louvre, vous enseignez à Sciences Po Paris le marketing culturel, à l'école du Louvre et à l'Institut supérieur des arts, un groupe fondé en 1985 qui accueille des étudiants de niveau Bac+5 pour les former au métier de la culture, du marché de l'art et du multimédia. Ainsi, fort de ce parcours à la fois riche et déterminé, vous allez nous parler ce soir du musée du Louvre comme un modèle économique en mutation, un thème qui nous a particulièrement intéressés compte tenu du recul aujourd'hui prononcé des financements publics dans notre société. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne conférence et je vous donne rendez-vous dans le salon des professeurs si vous souhaitez à la fin poursuivre cet échange avec M. Monin ou des membres de l'association. Merci Clémentine. Cher Christophe Monin, bonsoir et merci d'avoir accepté avec enthousiasme notre invitation. Curieuse trajectoire historique que celle du musée du Louvre. Sur le plan architectural, son édification débute au XIIe siècle et les travaux ne se sont pour ainsi dire jamais interrompus. L'un des derniers ajouts marquants remonte à la célébration du bicentenaire de la Révolution avec l'inauguration de la pyramide souhaitée par François Mitterrand et Jack Lang. Trajectoire mouvementée aussi puisque les partisans de la Commune ont incendié une aile du musée en 1871. Portée sur ses fonds baptismaux par les révolutionnaires, la transformation du Louvre en musée date de 1793. Le musée incarne alors l'idéal républicain hérité des Lumières, mettre à la disposition de tous des œuvres et objets artistiques et historiques, jusqu'alors réservés à la contemplation de quelques-uns. Le musée reçoit alors l'appellation de « Musée des arts de la République ». Le Louvre possède aujourd'hui une collection de première qualité, à tel point que citer quelques œuvres serait ridicule et partial. Notons que tant la Révolution que l'épopée napoléonienne ont largement contribué à enrichir ces collections. Le Louvre s'impose donc comme l'un des comme l'un des plus grands mais aussi l'un des plus beaux musées du monde. Il est à ce titre, et naturellement, le fleuron du patrimoine culturel français. Et les visiteurs ne s'y trompent pas. Plus de 8 millions de visiteurs en 2009, dont 2 tiers d'étrangers, ont arpenté ces salles, faisant de son site le lieu le plus fréquenté de France, loin devant la Tour Eiffel, si tant est que la comparaison soit possible, mais également devant Versailles, avec ses 5 millions de visiteurs, et aussi devant Beaubourg, qui est donc le second musée français le plus visité, avec 3,5 millions de visiteurs. Par ailleurs, le Louvre, comme organisation, abrite plus de 2000 collaborateurs, réalise des expositions in situ, mais aussi hors les murs, presque une trentaine en 2009, pour une fréquentation de plus de 3 millions de visiteurs. Le budget du musée s'élève à environ 250 millions d'euros en 2010, montant que l'État ne subventionne qu'à un peu plus de la moitié. Force est donc de constater, pour les responsables du musée, dont vous-même, la nécessité de trouver des ressources propres. Le musée est ainsi entré depuis quelques années dans une stratégie de développement très active.
Celle de la valorisation des actifs matériels. Il s'agit là de la location d'œuvres au musée d'Atlanta. Valorisation aussi des actifs immatériels, le savoir-faire des équipes en matière de conservation, de muséographie et de montage d'expositions, mais aussi de la marque Louvre comme label de qualité. C'est le projet Abu Dhabi qui a généré à lui seul une recette, si mes informations sont exactes, 250 millions d'euros, reversés à un fonds de dotation dont les intérêts du capital ne représentent pas moins de 9% des ressources propres du musée. Ainsi, un examen attentif du budget 2010 montre que les autres ressources propres se ventilent entre la billetterie, qui génère à peu près 38% des ressources, et le mécénat et le parrainage, 30%, ce qui représente un montant de 32 millions d'euros. On ne peut qu'être admiratif devant une telle réussite. Pourtant, ces évolutions ont aussi de féroces détracteurs, que ce soit en interne parmi le corps des conservateurs, peu coutumiers de tant d'innovation, ou au sein de la direction des musées de France, à la réunion des musées nationaux aussi, formidable système de mutualisation des ressources des musées nationaux qui déplore la perte de son plus gros contributeur. Le dernier, et souhaitons l'ultime assaut, a été donné la semaine dernière par la Cour des comptes dans son rapport sur le bilan d'une décennie de transformation pour les musées. La Cour dénonce ainsi la hausse des tarifs d'entrée, une démocratisation inachevée de l'accès à la culture en dépit de la gratuité d'accès pour les moins de 26 ans, la hausse des dépenses des musées, incitée ainsi à une plus grande tempérance, des pertes fiscales liées au mécénat, et enfin, un clivage Paris-Région pointant une attention portée aux publics internationaux, mais un peu moins aux publics régionaux. Gageons sur ce point que le Louvre est au-dessus de la mêlée, la première pierre de l'implantation à Lens ayant été posée il y a quelques mois. Cher Christophe Monin, n'est-ce pas un peu trop d'attaque pour une organisation qui a dû se réformer, contrainte et forcée, et qui l'a fait avec succès? Ou bien doit-on considérer que le musée du Louvre est l'arbre qui cache la forêt, que ce n'est justement pas un modèle au sens où cette organisation et cette réussite n'est hélas pas transposable à l'ensemble des autres musées français? Et que faire alors? Merci de nous éclairer de vos lumières sur ces interrogations. Merci de cette introduction. Est-ce qu'on passe aux images? Ouais, c'est pas radio. Oui, alors je reviendrai sur deux, trois choses que vous avez pu dire dans votre introduction. Il y a des mots que je récuse absolument. Vous avez parlé de location d'œuvres, par exemple. Vous verrez que même moi, effectivement diplômé, tout comme vous bientôt, d'une école de commerce, je n'oserais parler de location d'œuvres. Il n'y a pas de catalogue où on peut choisir un tableau et qui coûterait plus ou moins cher pour 1, 2 ou 3 mois, suivant qui serait petit, grand ou moyen. Donc évidemment, ce genre de choses n'existe pas. Donc vous verrez que ça s'inscrit dans une autre démarche. Une autre chose également pour compléter votre introduction, je vais me borner avec beaucoup de modestie de parler du Louvre comme d'une entreprise culturelle qu'il est devenu, qu'il a en fait presque toujours été, je crois. Et je ne vais pas me poser du point de vue du politique qui éventuellement, enfin, qui par ailleurs a une autre mission, qui est donc de voir les choses globalement avec le meilleur usage des fonds publics et avec des notions effectivement de coopération, de mutualisation qui ne sont peut-être pas les mêmes du point de vue du musée. Par ailleurs, on pourra aussi démontrer que le fait d'avoir un établissement un peu plus fort, un peu plus gros, un peu plus efficace que les autres, est bon pour la communauté dans son ensemble. La communauté des musées, par exemple, peut-être qu'on aura l'occasion de voir un ou deux exemples. Alors, mon intention était de vous raconter quelques histoires qui, à mon avis, illustrent certains aspects importants qui jalonnent le développement récent du Louvre. Donc, j'ai prévu de vous parler d'abord de ce que j'appelle le modèle économique traditionnel, enfin de comment était le modèle économique du Louvre il y a finalement pas si longtemps, en 1993, juste au moment où celui-ci est devenu un établissement public administratif. Et maintenant, donc tout ça, ça se fait en un peu plus de 15 ans, et vous allez voir que le chemin est considérable. Donc, on va parler un petit peu d'une notion qu'on pourrait appeler la mondialisation des publics et des revenus, la nécessaire diversification des financements de l'établissement, la notion de réseau, de multisitisme. Gérer un seul site, c'est déjà pas mal. En gérer 2 et 3, on le verra, c'est une autre affaire. La construction d'outils nouveaux, vous avez évoqué le fonds de dotation, c'est en effet une petite révolution, même si cette révolution, elle existe aux États-Unis depuis fort longtemps. Ça n'est juste qu'une importation d'un concept. Et puis après, tout ça dessine les contours d'un objet hybride,
Donc j'appelle ça le nouveau modèle économique. Je ne sais pas si ce modèle il est figé, s'il sera tenable très longtemps, mais en tout cas vous allez voir qu'il est singulièrement plus compliqué que celui du début de l'histoire. Alors, vous avez rappelé les éléments essentiels que j'avais prévu de dire au début sur l'histoire du musée. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Oui, vous n'avez pas dit que, quand même, il y a 35 000 œuvres qu'on peut visiter sur 60 mètres carrés, qu'il y a 7 départements de conservation, plus un dernier, un 8e, qui a été créé tout récemment et que nous ouvrirons en majesté, en principe, l'année prochaine, celui qui est consacré aux arts de l'islam. Sinon, les 7 autres départements ont comme vocation de montrer l'art de l'Occident, du haut Moyen-Âge jusqu'à 1850 à peu près, et les civilisations de l'Antiquité qui sont à l'origine de cet art occidental. Après, l'organisation des collections nationales prévoit que des musées vont prendre des tranches de la chronologie, la deuxième partie du 19e siècle pour le musée d'Orsay, le 20e siècle pour le Centre Pompidou, ou alors des sous-ensembles géographiques, le musée des arts asiatiques à Guillemets ou le musée du Quai Branly ouvert plus récemment, ayant en tête que tout cela était en fait contenu au Louvre jusque dans les années 50 années 20 pardon, et que c'est à mesure que ces collections s'étoffaient qu'il apparaissait indispensable de créer des entités différentes, tout simplement parce que le palais du Louvre était trop petit. Du coup, j'en viens directement à mon modèle économique, puisque la présentation a été en gros faite. Alors, qu'est-ce qui dit cette espèce de truc bizarre? Parce que malgré tout, quand on étudie les organisations des entreprises dans une école de commerce, on a en gros une entreprise, on a ses clients et on a ses actionnaire, et ça décrit à peu près le schéma. Ici, vous avez bien sûr le Louvre, donc le carré qui est en haut à gauche. Et en 1993, l'État finance 100% du budget du musée. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre, parce que même en 93, même si c'était il y a très longtemps, il y avait des gens qui achetaient un billet pour visiter, donc il y avait bien de l'argent qui était en jeu. Où est-ce qu'allait cet argent? Cet argent n'allait pas dans le budget de l'établissement, il était recueilli par la Réunion des musées nationaux, qui avait une triple mission. La première, c'était d'organiser la perception du droit d'entrée et les missions d'accueil du public. Ensuite, la seconde, c'était de mutualiser le solde des revenus générés par la billetterie, une fois que justement on avait déduit les dépenses liées à l'accueil et à la perception du droit d'entrée. Et cette somme d'argent ainsi conservée servait à financer les acquisitions d'œuvres d'art. Puis la troisième mission, une mission commerciale et éditoriale, consistait pour l'ensemble de la famille des musées à gérer les fonctions commerciales et éditoriales, donc éditer des catalogues, des livres, des cartes postales, des cadeaux, et animer des boutiques dans les musées nationaux. Donc, voilà cet étrange schéma. Le Louvre ne touche rien directement de ses clients. Il n'a pas de clients, il n'a pas de relation avec ses clients. Tout transite par la RMN, et c'est l'État qui, du coup, finance 100% des dépenses du musée du Louvre. Alors vous allez voir que ce schéma va beaucoup se complexifier, va beaucoup changer. On va le voir à travers donc quelques petits épisodes que je vais vous relater. Le point de départ, c'est 1993, c'est l'année où le musée acquiert son autonomie administrative, c'est-à-dire que le musée est cette année-là transformé en établissement public. Ça veut juste dire une chose extrêmement banale, que d'un coup, le musée, il a un patron, il a un budget, il a un conseil d'administration propre, il paye son personnel, il a ses dépenses, ses recettes, et en gros, il a la personnalité juridique qui lui permet de pouvoir fonctionner comme une organisation normale. Alors, qu'est-ce qui, à mon avis, peut marquer les différentes évolutions? Un premier point, c'est peut-être par rapport aux missions des musées. Lorsqu'on se demande, au fond, quelle est la mission principale d'un musée, on se dit, la première, c'est de conserver des œuvres d'art, les étudier, les transmettre aux générations futures. La deuxième, et qu'on dit en deuxième, parce qu'il faut bien d'abord avoir les œuvres, mais en réalité, elle est aussi importante que la première, c'est de faire partager ces œuvres au public. Donc la mission essentielle du musée, c'est d'accueillir des visiteurs. Pendant très longtemps, au fond, cette mission-là, ça se traduisait comment? Ça voulait dire, on met les œuvres dans un endroit et on ouvre les portes, et le matin, il y a des visiteurs qui rentrent, et le soir, il y en a qui partent.
Enfin, tous d'ailleurs partent, aucun ne reste la nuit, je vous rassure. Et puis voilà. Mais en gros, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'était les visiteurs qui venaient au musée, et pas l'inverse, c'est pas le musée qui allait aux visiteurs. Et ça a un peu changé, un peu beaucoup changé même, puisque au fond, à partir de la fin des années 90 et disons les années 2000, l'idée que dans certaines conditions, on pouvait imaginer l'inverse, à savoir que ce soit les œuvres qui se transportent pour se rapprocher des publics, est une idée qui a commencé à se développer. Alors je vais prendre deux exemples pour ça. Je vais d'abord parler du Japon, puis après je vous parlerai d'Atlanta que vous avez cité. Chronologiquement, les affaires japonaises ont en fait commencé plus vite que, enfin, plus tôt que les questions américaines, c'est pour ça que j'en parle en premier. Le Japon. Alors là, vous avez quelques images d'une exposition, enfin de deux musées qui ont accueilli en 2009 une grande exposition organisée par le Louvre sur la peinture européenne du XVIIe siècle. En fait, si vous regardez de 2003 à 2006, par exemple, excusez-moi, de 1993 à 2006, pour prendre la période au moment où elle commence, on constate que d'abord, le musée du Louvre a accueilli à Paris des visiteurs japonais en grand nombre, puisque sur l'ensemble de la période, les visiteurs japonais qui sont venus voir les collections du Louvre étaient de 5,6 millions. Mais dans le même temps, le Louvre a organisé 8 expositions au Japon, alors qui sont uniquement des expositions d'œuvres du Louvre, c'est-à-dire c'est des petits bouts du Louvre qui se transportent, avec des thèmes qui sont parfois des thèmes, j'allais dire, faciles, comme la peinture européenne du XVIIe siècle. C'est facile parce qu'il y a Vermeer, il y a Rembrandt, il y a des grands noms qui résonnent pour tout le monde, mais quand vous organisez une exposition sur la Grèce classique, sans y emmener la Vénus de Milo, ou une exposition sur la Mésopotamie, c'est tout de suite un peu plus compliqué. On parle moins de blockbuster, si vous voulez. Donc, tout ça pour dire que les 8 expositions sur la période, au fond, couvrent des aspects extrêmement divers des collections du Louvre, et qu'au fond, une personne qui aurait vu les 8 expositions, il aurait eu un aperçu assez complet de l'ensemble des collections du musée. Si on compte tous les visiteurs du japonais qui ont visité ces expositions, on arrive à 5,5 millions. Et le chiffre d'avant était de 5,6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si on se dit comment le musée du Louvre, pendant cette période-là, a rencontré le public japonais, il l'a fait à part égale, en accueillant des Japonais qui sont venus à Paris et en allant au Japon rencontrer des visiteurs japonais dans différentes villes. Ce qui me semble une symétrie des chiffres assez intéressante, parce que ça veut vraiment dire que la mission, elle est double. Après, si on regarde en termes financiers, les visiteurs japonais qui sont rentrés au Louvre pendant la période, ils ont acheté un billet et en moyenne, disons, ils ont permis au musée une recette de l'ordre de 20 millions d'euros. L'économie des expositions organisées au Japon est un peu différente, puisque c'est pas le Louvre lui-même qui accroche ses œuvres et qui se met à l'entrée avec une petite table et vend des billets. C'est trop compliqué quand même à 12 000 km et en japonais. Donc l'idée, c'est de trouver un partenaire. C'est la clé même. Pour pouvoir s'exporter comme ça, il faut avoir quelqu'un sur place qui est l'organisateur, qui s'occupe de tout, de l'assurance, du transport des œuvres, de la muséographie, de la sécurité, de la publicité. Au Japon, les organisateurs, c'est souvent les grands médias, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux, et c'est souvent avec eux qu'on a fait ces 8 expositions. Et parmi les dépenses que ceux-ci devaient assumer, il y avait celles que j'ai évoquées, puis il y avait aussi une donation. Alors le mot donation est un peu étrange, parce que donation, c'est un mot qu'on utilise en général pour parler plutôt de mécénat. Alors, c'est le canal juridique qui est utilisé pour désigner le transfert d'argent qui fait qu'au fond, il est normal que, puisque ces expositions composées entièrement d'œuvres du Louvre, elles-mêmes entretenues, financées, étudiées par le musée du Louvre, eh bien, dès lors qu'elles génèrent une économie là-bas, il est légitime qu'une partie de cette économie revienne dans le budget de l'établissement. Donc, sur la période, ça a généré pratiquement 6 millions d'euros. On est bien loin des 20 millions d'euros de la billetterie, mais en même temps, ce ne sont que chaque fois des petits bouts de la collection du Louvre qui sont à l'extérieur. Voilà, tout ça pour dire que... non, excusez-moi, je me suis trompé, je vous ai dit 5,5 millions d'euros, c'est 12 millions d'euros. Le 5,5 millions, c'était les visiteurs. Donc je redis, 5,5 millions de visiteurs à Paris et au Japon. Et économiquement, c'est 20 millions d'euros collectés à Paris et 12 millions collectés au Japon. Donc voilà, on est dans des ordres de grandeur qui montrent qu'au fond, cette mission, elle peut se concevoir de deux manières, à la fois, autant au Japon qu'à Paris, et avec du sens autant sur le plan de la rencontre du public que sur la dimension économique. Le deuxième exemple, celui que vous avez évoqué, est
j'allais dire, une progression. Là, c'était une succession de one-shot espacés de 18 mois, 2 ans, 3 ans. Là, c'est un partenariat un peu plus durable avec le High Museum d'Atlanta, un partenariat qui aura duré en tout 3 ans. De 2006 à 2009. Vous avez là une vue de la nouvelle aile que Renzo Piano avait construite et qui a été l'aile consacrée à la petite dizaine d'expositions que le Louvre a organisées pendant les 3 ans de la coopération. Et puis la photo du bas, vous avez Michael Shapiro, le patron du musée d'Atlanta, qui félicite le millionième visiteur, puisque effectivement, au total, sur les 3 ans, il y a 1,5 million de visiteurs du Midwest américain qui sont venus donc rencontrer, découvrir les œuvres du Louvre. Quelles étaient les motivations des uns et des autres? Alors pour le High Museum, c'était clairement une stratégie de s'inscrire sur la carte des grands musées américains, des musées qui comptent. Les musées qui comptent aux États-Unis, en général, c'est plutôt les musées de la côte Est qui ont des relations importantes avec les grands musées européens. Il y a aussi Los Angeles et San Francisco. Puis entre les deux, il y a peu de partenaires. Stratégiquement, Atlanta, avec ce partenariat, s'inscrivait parmi la carte des grands musées américains avec lesquels il fallait compter. Et puis pour le Louvre, c'était l'occasion de rencontrer ce public du Midwest, l'occasion d'apprendre aussi des choses nouvelles, parce que ce partenariat a été assorti aussi d'échanges de savoir-faire, et en matière de know-how, les musées américains ont beaucoup à nous apprendre, notamment en matière par exemple, d'éducation des minorités ethniques. À Atlanta, la question est très vive. Ils ont aussi à nous apprendre en matière de fundraising, puisque les techniques de recherche de fonds, vous le savez, sont bien plus anciennement développées aux États-Unis qu'en France, par exemple. Donc tout ça, c'était très fructueux en matière de collaboration. Il y avait aussi une dimension financière, ne le cachons pas. La communauté de mécènes du musée d'Atlanta ont réuni une somme de 6,5 millions d'euros qui ont été versés au Louvre dans le cadre de cette opération. Donc, voilà 2 exemples qui illustrent que la mission, aller vers ces publics dans un contexte économique viable, elle s'est considérablement transformée pendant la période avec le Japon, avec Atlanta, mais ça s'est fait aussi dans beaucoup d'autres pays, rarement sous la forme aussi aboutie qu'un partenariat triennal comme à Atlanta, mais des expériences en Australie, en Chine, à Taïwan, en Corée, en Espagne également. Il y a beaucoup d'exemples qui se sont multipliés. Si on regarde ainsi l'année 2009, il y avait plusieurs expositions. Il y avait la fin du partenariat avec Atlanta, il y avait une exposition sur les petite statuette trouvée à Tanagra, qui était organisée à Valence, en Espagne, et les 2 expositions au Japon, dont celle dont je vous ai parlé à l'instant, ainsi qu'une autre. Et puis il y avait une exposition de moulage qui a tourné en Chine. Alors vous allez me dire, mais des moulages, c'est pas vraiment des œuvres. Vous avez absolument raison, ce sont des reproductions d'œuvres. Sauf que, d'abord en Asie, le concept de copie, reproduction, ça n'a pas la même signification que chez nous. La différence entre une œuvre originale et une copie n'est pas aussi forte et dirimante que chez nous. Et puis par ailleurs, si l'idée c'est de se demander comment est-ce que le Louvre est présent quelque part, quand la réponse c'est qu'il a en face de soi un partenaire, un musée qui a les normes de sécurité occidentale, le mode de fonctionnement qui garantit tout ce qu'on veut en termes de conservation, ça se fait selon les usages en vigueur. Si ce n'est pas le cas, et c'était effectivement la situation des villes de Chine où cette exposition était allée, où il n'y avait pas de musée au sens classique du terme, et dans ce cas-là, les reproductions d'œuvres thématisées avec une médiation autour peuvent être une manière aussi pour le Louvre d'exister. Alors il va de soi dans ce cas-là que les conditions économiques ne sont pas les mêmes et que les revenus que ça génère pour la maison mère ne sont pas du tout du même ordre de grandeur que ce que je vous ai dit juste auparavant. En 2009, tout ça additionné, ça a fait 2,5 millions de visiteurs qu'il faut ajouter aux 8,5 millions que le Louvre avait accueillis à Paris cette année-là. Donc on voit que, en fait, l'affluence totale, c'était donc plutôt 11 millions, au total. Voilà pour cette mission qui se conçoit dans les 2 sens. Un autre point qui est évidemment essentiel, c'est la question du financement des investissements. Monsieur Noël évoquait le projet Grand Louvre qui a permis, à partir de 1981, la rénovation en profondeur du palais, qui, sur une quinzaine d'années, a été entièrement financé par l'État, qui a injecté, il faut le noter d'ailleurs, sans qu'aucune alternance politique n'ait remis en cause cette ambition-là, qui au total a quand même injecté pratiquement 1 milliard d'euros pour faire du Louvre ce qu'il est aujourd'hui.
Donc la générosité publique a été considérable pendant le projet Grand Louvre, mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, eh bien, elle est terminée. Elle est terminée, je parle bien là d'investissement, c'est-à-dire de rénovation, d'augmentation de périmètre, de nouvelles salles. On comprend aisément que, surtout en période de restriction budgétaire, d'autres établissements culturels, à leur tour, bénéficient du soutien de l'État. Donc maintenant, la règle du jeu, c'est si vous voulez faire des choses par vous-même, vous les développez et vous les financez vous-même. Donc ça implique évidemment pas mal de changements dans la recherche de fonds, qui devient dès lors absolument stratégique si on veut conduire des projets. Premier exemple, le département des arts de l'islam. Vous avez là une vue modélisée, bien entendu, puisque ce département n'ouvrira qu'en principe en 2012, au milieu de l'année 2012. Mais c'est une volonté, pourtant, c'est une volonté présidentielle, c'est une volonté de Jacques Chirac. Il faut se replacer dans le contexte post-11 septembre. Il lui a semblé que l'une des réponses possibles à ce 11 septembre, c'était justement d'essayer d'œuvrer à la meilleure connaissance des civilisations les unes par les autres, et en particulier, ça pouvait passer par un geste patrimonial fort. Et il a donc eu l'idée de créer ce département des arts de l'islam, qui ne partait pas tout à fait de rien, parce qu'au Louvre, il y avait déjà une petite section d'art de l'islam, en fait assez nombreuse, si on voit toutes les œuvres qui étaient conservées dans les inventaires, mais modeste par la place qui lui était consacrée. Et puis il y avait une autre grande collection publique d'art de l'islam qui était conservée aux arts décoratifs, mais elle aussi très peu exposée. Donc le plan était de réunir ces deux collections et de trouver un endroit pour mettre en majesté ces arts de l'islam, pour montrer à quel point leur rapport a été important dans l'histoire de l'art en général. Donc le Louvre a beau avoir petit à petit annexé l'ancien ministère des Finances et chassé toutes les administrations qui l'avaient occupé au fil des siècles, et ça a beau être très grand, ça reste trop petit par rapport à ses ambitions, puisque je vous ai dit, l'histoire du Louvre, c'est plutôt, ça grossit, c'est tellement gros que ça fabrique des musées en dehors. Là, il s'agissait d'accueillir un nouveau département, il fallait trouver en gros 4000 m², et vous devinez à travers cette vue que ces 4000 m² ont été trouvés dans l'une des cours qui n'étaient pas couvertes, c'est-à-dire celles qui sont le long de la Seine, la cour Visconti, et c'est là que va s'installer le département des arts de l'islam. C'est Rudi Ricciotti, un architecte varois, qui a remporté ce concours, et il a imaginé couvrir la cour non pas d'une verrière comme de l'autre côté du musée, une verrière un peu rigide. Il a imaginé une sorte de tapis volant en verre. Alors en cela, l'audace architecturale du geste rejoint l'histoire architecturale du musée, notamment la pyramide de Paye, qui elle aussi est en verre, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, on retrouve vraiment une histoire cohérente avec celle de l'architecture du palais. Et donc, vous devinez deux grands plateaux. Il n'y aura pas de salle au sens classique du terme. C'est deux grands plateaux qui vont, avec des sous-ensembles, présenter magnifiquement les arts de l'islam. Alors, c'est bien joli d'avoir un beau projet comme ça. Après, il y a la question de savoir combien ça coûte. À l'époque, lorsque Jacques Chirac décide la chose, que les premières études sont faites, on n'a pas encore le geste on n'a pas encore choisi Ricciotti. On ne sait pas que Ricciotti est un architecte horriblement capricieux, très très cher et tout et tout. On ne sait pas non plus que le lieu est très très compliqué à aménager, parce qu'on n'avait pas réalisé que la Seine était si près et que l'eau de la Seine remonte, enfin bref, toutes sortes de choses qu'on n'avait pas prévues. Ce qui fait que le budget de 50 millions d'euros, qui était déjà un budget considérable, vous allez le voir, a été largement dépassé. Donc on anticipe sur ce budget de 50 millions d'euros du temps de Jacques Chirac, comme malgré tout c'est lui qui a dit il faut faire ce département. L'État ne pouvait pas complètement se désengager, et donc il a choisi de dire je vous mettrai 20 millions d'euros dans ce projet. À ces 20 millions d'euros, nous avons nous-mêmes rajouté sur nos réserves 8 millions d'euros, mais vous voyez, 28 qui représentent la part de l'État et des réserves du Louvre, ne permettaient pas de financer les 50 millions nécessaires. Surtout qu'après les petits accidents que j'ai évoqués, on se rend compte que le budget, en fait, sera beaucoup plus proche de 90 millions d'euros. Alors, comment on fait pour financer une chose comme ça ? Eh bien, on va chercher l'argent là où il est. Donc, il y a les 28 millions d'euros de l'État et du Louvre, qui font quand même un socle important, mais ça ne fait même pas un tiers du financement. Chaque projet a sa problématique de recherche de fonds qui lui est propre. On verra juste après un autre exemple où vous allez voir que les mécènes sont radicalement différents. S'agissant des arts de l'islam, par exemple, il paraissait légitime
d'aller rechercher des financements potentiels dans les pays qui ont un rapport avec la culture de l'islam. Alors des démarches ont été entreprises en étroite collaboration avec l'appareil diplomatique français. Et ça, c'est un point important. C'est qu'une maison comme le Louvre, c'est aussi un outil diplomatique. C'est l'image de la France dans le monde. Donc c'est important de l'avoir en tête lorsque vous allez dans ces pays-là pour essayer de convaincre de participer. En tout cas, cette campagne a porté des fruits, puisque en Arabie Saoudite, par exemple, le prince Al-Walid, qui est, comme vous le savez, l'une des personnes les plus riches du monde, a décidé de faire une donation de 17 millions d'euros, ce qui est considérable. C'est un record. On n'a jamais eu une donation aussi importante de la part d'un seul donateur. Le roi du Maroc, 15 millions d'euros. Deux pays, Oman, Koweït, chacun a apporté 5 millions d'euros. L'Azerbaïdjan, 1 million d'euros. Donc voilà pour des mécénats à caractère, j'allais dire, diplomatique, même si Al-Walid, c'est un mélange entre l'argent public en Arabie Saoudite et sa fortune personnelle. Les autres donations sont vraiment des donations d'État. Et puis il y a plus traditionnellement des entreprises, Total et Lafarge. Alors on comprend aisément les raisons, hein, et les intérêts économiques de ces deux géants sont très forts dans les pays concernés par ces ères de l'islam. Donc pour eux, il y avait une évidence à participer à ce projet. Il en va de même pour Bouygues, c'est un peu moins évident le raisonnement pour la Fondation Orange. En fait, la Fondation Orange là, va financer la partie dédiée aux visiteurs non-voyants, donc c'est une petite partie dans le financement. Et donc voilà, un donateur individuel également qui a fait une donation de 150 000 euros, un certain Frédéric Jousset. Au jour où je vous parle, il nous reste encore 10 millions d'euros à trouver, et on a maintenant une petite année et demie pour les trouver. Alors on fait feu de tout bois, on y est retourné en Arabie Saoudite et au Qatar. On a remarqué, vous remarquerez peut-être que certains pays ne sont pas encore donateurs, on va faire beaucoup d'efforts. Je ne vous cache pas que le contexte actuel, le printemps dans les pays arabes est très très intéressant sur le plan citoyen. Ça n'arrange rien pour ce qui est de la recherche de fonds. Auprès de dictatures solidement établies et richement dotées. Pardonnez ce cynisme, si je devais choisir entre l'un et l'autre, je n'hésiterais évidemment pas. Mais c'est vrai que c'est aussi des choses qui... Le Louvre, c'est une maison extraordinaire. C'est une maison gigantesque qui accueille le monde entier dans ses murs, un musée encyclopédique et universel. Et tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans le monde a un rapport avec le Louvre, toujours. Je me rappelle lorsqu'il y avait les épidémies du SRAS, les canards, vous savez, qui volaient, qui étaient contaminés, comme le jardin des Tuileries est associé au Louvre, même ça, cette crise-là, il a fallu la gérer au Louvre et repérer les canards morts tombés dans les bassins du jardin des Tuileries pour les donner aux services vétérinaires. Non, petite plaisanterie mise à part, une maison comme celle-ci, elle est fascinante parce qu'elle est aussi le miroir de tout ce qui se passe dans le monde, les choses merveilleuses comme les choses difficiles. Et ce que je vous dis là illustre aussi que l'actualité géopolitique, évidemment, a beaucoup de conséquences sur notre établissement. Cette photo illustre la diversité des financements. Vous avez deux personnes de taille modeste au premier plan. Le premier, c'est notre président de la République. Juste à côté, vous avez le prince Al-Walid, le grand donateur. La personne très grande sur la gauche, c'est mon président à moi, Henri Loirette. Il est environné des deux patrons des deux grands groupes mécènes, Lafarge et Total. Donc cette photo de famille illustre justement la diversité des financements. On reconnaît aussi Christine Albanel au deuxième plan. Elle était à l'époque ministre de la Culture. Ça, c'est le premier exemple de financement mixte en fonction du projet. Deuxième exemple, un sujet peut-être un petit peu moins glamour que le précédent. Le plan que vous avez là, avec la partie encadrée, il montre l'endroit où, en principe, on conserve les objets décoratifs du XVIIIe siècle français. Ça fait partie de ces endroits du Louvre qui n'ont pas pu être rénovés dans le cadre du projet Grand Louvre, où ça sent encore très fort la naphtaline, où l'électricité est à peine aux normes, et qu'il est impératif de pouvoir, j'allais dire, mettre au même niveau de présentation que le reste du musée. Mais là, la règle du jeu, c'est plus un sou de l'État, donc vous trouvez tout par vous-même. Les objets des 18e français, c'est ce genre de choses, vous voyez, c'est des commodes un peu chargées, c'est des appliques, c'est des miroirs, c'est des vases aux couleurs épouvantablement criardes, mais ça plaît beaucoup. C'est ce qu'on appelle les arts décoratifs français du 18e siècle. Il y a des gens qui adorent ça dans le monde.
Et c'est un grand décorateur, un certain Jacques Garcia, et voici une épure du genre de choses qu'il va nous faire, qui va réaménager complètement cet endroit pour présenter cette collection qui, dans son domaine, est la plus prestigieuse du Louvre. Alors, je ne vais pas vous parler de ces objets parce que je suis incapable, n'étant pas moi-même historien de l'art, mais je vous parle de financement, de sous. Combien coûte cette affaire-là? Au début, elle coûtait 18 millions d'euros. Ah oui, maintenant c'est 24. Vous avez compris déjà qu'au Louvre, c'est une chose qu'on ne sait pas bien faire, ça. C'est avoir un budget prévisionnel et puis s'y tenir. En matière d'investissement, c'est flagrant. 18 millions d'euros, c'était déjà beaucoup. Maintenant, on est à 24, donc j'ai mis le chiffre de 24. Alors, comment est-ce qu'on finance ce projet? Alors, vous vous rappelez Atlanta. On avait dit que ça rapportait 6,5 millions d'euros. Ce qu'on avait dit depuis le début à nos amis d'Atlanta, pour stimuler leur communauté de mécènes, c'est que l'argent qu'ils nous donneraient, ça ne serait pas juste pour le fonctionnement du musée, ça serait affecté à un projet précis. Celui-là, précisément, les Américains adorent les vases de Sèvres et ces choses-là, donc ils étaient ravis de se dire que leur contribution servirait à financer ce programme. Par ailleurs, en matière de mondialisation, on a parlé des mondialisations des publics et des œuvres, on pourrait aussi parler de l'internationalisation des mécènes. L'endroit sur la Terre où il y a le plus d'argent, c'est les États-Unis. Et chez les personnes riches aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui aiment la France, qui aiment le Louvre. Et nous avons donc utilisé certaines dispositions très favorables de la fiscalité américaine pour créer, il y a 6 ou 7 ans, un truc qui s'appelle les American Friends of the Louvre. C'est donc des amis du Louvre aux États-Unis. Ces gens-là payent une cotisation de $10 000 par an au moins pour juste dire qu'ils sont membres de la Société des Amis du Louvre. Évidemment, quand ils viennent à Paris, pas tous les 4 matins, ils peuvent rentrer gratuitement visiter des collections, mais vous conviendrez que $10 000 pour ça, c'est quand même cher payé l'entrée au musée. Au-delà de ce côté cotisation, le rôle de cette société d'amis aux États-Unis, c'est de rayonner justement et de trouver des gens, des philanthropes, qui sont capables de soutenir des projets. Et en particulier, vous savez, les Américains, ils font des choses absolument étonnantes pour nous. Ils sont capables d'organiser des grands dîners auxquels les gens assistent en payant très très cher. Et notamment, nous avons dans ce groupe d'amis américains une certaine Becca Kazan-Trash, qui est une Texane, fort riche, enthousiaste, dynamique, qui s'intéresse beaucoup aux objets d'art du XVIIIe siècle et qui est la reine du dîner à l'américaine, comme je viens de vous le décrire, et qui, à 2 reprises, la première fois c'était il y a 2 ans et la prochaine fois c'est au mois de juin, j'en frémis d'avance, a organisé des choses absolument incroyables au Louvre, qui est une grande fête où 300 personnes qui viennent quasiment toutes des États-Unis payaient leur logement, leur transport, etc. pour venir à Paris et passer 2-3 jours, et $10 000 en plus pour assister à un dîner extraordinaire dans les salles du musée. Et ce qu'il y avait comme extraordinaire, c'est que c'était dîner dans les salles avec des œuvres. C'est pas sous la pyramide bêtement, c'est vraiment le truc qu'on fait jamais. Cette image, je l'ai mise parce que, vous voyez les fleurs jaunes, rien que le budget fleurs de la soirée, c'était 35 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour faire venir 300 personnes qui payent $10 000 pour aller au dîner, il faut aussi dépenser des choses. Et donc, il y a ça, les fleurs jaunes, 35 000 euros de dépenses. Mais au total, l'affaire reste rentable puisque cette dame, ainsi que les autres amis américains, se sont engagés à collecter 4 millions de dollars pour le projet. Et là, je pense qu'ils vont y arriver avec leur prochain dîner, qui a lieu donc le 14 juin. Il y avait un truc qui était en principe secret, mais qui est sorti à l'AFP cet après-midi, qui est que, en plus, pour les 300 personnes, elle fait un concert privé sous la pyramide d'un type un peu inhabituel. Et là, on a appris que la personne qui allait faire le concert sous la pyramide, ça allait être... Ah, vous ne suivez pas l'actualité. Janet Jackson. Vous imaginez le décalage avec le Louvre. Je vous rassure, c'est un concert privé. Je crois qu'il reste des places à $10 000 si vous êtes intéressé pour venir assister au concert. Donc ça, c'est le deuxième chapitre, les American Friends of the Louvre. Le troisième, c'est le cercle Crescent. Crescent, c'est un grand ébéniste français du XVIIIe siècle, d'où le nom de ce cercle. Et là, c'est des donateurs français, c'est des collectionneurs français, des gens qui adorent les œuvres d'art de cette période et qui se sont réunis avec un objectif de fédérer 4 millions d'euros. Et ils y sont arrivés, ils y sont pratiquement à 4. L'idée, c'est de trouver quelqu'un qui a un leadership dans ce domaine-là, qui a un bon carnet d'adresse, une capacité contributive pas négligeable. C'est Marie-Yvonne Pinault qui a été élue dans ce rôle-là. Et elle a réuni autour d'elle une 50aine de personnes qui, au total, sont pas loin
objectif de 4 millions d'euros qui est marqué sur cette diapositive. Et puis il y a une entreprise, la société Breguet, qui fabrique des montres depuis le milieu du XVIIIe siècle. C'est de la raison pour laquelle elle s'est sentie concernée par ce sujet, qui fait un mécénat considérable de 4,6 millions d'euros. Donc on était très fiers de nous jusqu'à l'année dernière. On avait trouvé les 18 millions d'euros qu'il fallait, mais pas de chance. Pas de chance, finalement c'est 24. Il faut maintenant qu'on trouve 6 millions d'euros, et là on a 2 ans et demi pour trouver. Et là j'ai moins d'idées que dans le cas précédent pour les trouver. Mais nous allons multiplier nos efforts pour y arriver. Donc ça, c'est deux exemples de financement d'investissement diversifié. Maintenant, on va parler un petit peu du réseau Louvre. Vous en avez entendu parler. Vous connaissez cette carte du nord de la France. On est très très loin de Nantes, là, n'est-ce pas? On est à Lens. Puisque vous savez que va ouvrir en décembre 2012 une antenne du Louvre à Lens, un bout du Louvre à Lens. Il ne faut pas la considérer comme une annexe. Ça sera vraiment le Louvre à Lens. Pourquoi Lens? Pourquoi Lens? Tiens, au fait, pourquoi Lens? Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi Lens. La première raison, si vous vous placez du côté du musée du Louvre, on en revient aux missions. On évoquait au début, le Louvre, c'est le musée de la nation française, qui n'est pas que à Paris, la nation française. Donc, l'idée d'aller créer un Louvre ailleurs est une idée qui pouvait faire sens par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que, quitte à aller ailleurs, autant aller à l'endroit le plus différent possible de Paris. Et le côté terre de mission s'appliquait parfaitement à Lens. Lens, qui est une région totalement sinistrée sur le plan économique, vous le savez, après les crises du charbon, les guerres, etc. Donc une situation effrayante et un désert culturel. Enfin, il n'y a évidemment pas d'autres musées à Lens. Il y en a pas mal dans la région, mais pas à Lens même. Donc là, il y avait la démonstration, un petit peu à la Guggenheim à Bilbao, en fait, que la culture pouvait jouer un rôle très important dans l'identité d'une région et son dynamisme incarné donc à travers un musée comme le Louvre. Puis la troisième raison quand même, c'est que la région Nord-Pas-de-Calais est la seule région de France qui a fait ce raisonnement-là et qui a été prête à financer l'investissement que ça va représenter, puisque malgré tout, construire un musée, surtout dès que le Louvre est concerné, ça coûte assez cher au début, et puis après, quand on se rend compte qu'on a explosé le budget initial, comme vous savez. Alors, j'ai trouvé qu'une mauvaise carte de ce musée, vous distinguez avec beaucoup d'imagination. Vous voyez au milieu un carré, et vous voyez déployer de part et d'autre de ce carré des ailes, et imaginez que ces ailes, au fond, c'est un peu comme les ailes du palais du Louvre à Paris, avec la cour carrée et les ailes qui s'en échappent, sauf que là, c'est désarticulé. Donc on peut trouver une analogie. L'autre analogie, c'est encore le verre, puisque vous allez voir sur des images de synthèse, le verre, là encore, est omniprésent, la transparence, la lumière naturelle. Donc c'est un magnifique geste architectural, cette fois-ci d'une architecte japonaise, l'agence Sana. Alors, l'accueil du musée, c'est le carré central. L'aile de droite en bas, c'est ce qu'on appelle la galerie du temps. C'est un pari formidable. Vous savez, au Louvre, ce qu'il y a assommant, c'est que les œuvres sont réparties par département. Vous avez les peintures, les sculptures, les objets d'art, les antiquités égyptiennes, etc. Tout ça est très, très cloisonné, hiérarchisé, etc. Là, l'idée, c'est un parti pris extrêmement simple sur le plan pédagogique, c'est de dire il y aura une seule grande salle qui fait 3000 m2 et dans laquelle on montre 300 œuvres qui vont illustrer la chronologie de l'histoire de l'art en une fois. C'est-à-dire dans la même grande salle, vous avez placé de manière cohérente chronologiquement ce qui se faisait en Égypte à côté de ce qui se faisait en Grèce ou en Mésopotamie, plus tard Islam, Moyen-Âge, etc. Donc vous avez d'un seul coup une démonstration en principe compréhensible du fil de l'histoire de l'art, alors qu'au Louvre, c'est impossible puisque tout est réparti partout. Donc je trouve ça assez fascinant sur le plan de la démonstration, si évidemment on arrive à déployer autour de ça la médiation qui convient. Alors, par ailleurs, les œuvres qui seront présentées ne seront pas des œuvres des réserves du musée, ce seront des œuvres exposées, des œuvres essentielles. Elles sont là pour 5 ans, puis tous les 5 ans, elles changent, et on pourra évidemment renouveler le propos. L'autre aile, celle qui se déploie de l'autre côté, c'est les expositions temporaires. Donc ça, j'allais dire, c'est des expositions de type international, comme on en a à Paris ou ailleurs, qui seront donc organisées. Voilà une image qui montre à nouveau la transparence de l'établissement. L'ouverture, c'est fin 2012.
quelles sont les modalités économiques du projet? Alors, comme je vous l'ai dit, la région Nord-Pas-de-Calais finance complètement l'investissement. Ça va représenter à peu près 150 millions d'euros, dont quinzaine de millions d'euros seront financés par des mécènes, mais le reste, c'est quand même la finance locale. Donc, c'est clairement un pari, enfin, je reprends l'analogie, un Guggenheim Bilbao, c'est un pari sur le redémarrage de la région, évidemment. Le fonctionnement de l'établissement sera lui aussi financé par la région. Enfin, les recettes propres déduites, l'ajustement du financement sera apporté par la région Pas-de-Calais. Le Louvre, lui, il apporte pas d'argent, mais il apporte les œuvres. Et c'est évidemment essentiel, s'agissant des musées. Il apporte son savoir-faire. Et puis il apporte sa marque. C'est mine de rien, c'est important. Je pense que le fait que ce soit l'autorité du Louvre qui soit engagée, son nom, c'est évidemment un facteur essentiel pour garantir le succès. Le succès, c'est quoi? C'est 500 000 visiteurs par an en vitesse de croisière. Ce qu'on a pu voir à Metz récemment avec le Pompidou rend assez optimiste sur le fait que cet objectif-là est atteignable. Troisième Louvre, après celui de Paris et de Lens, celui d'Abu Dhabi. Là, vous avez une image que vous reconnaissez, c'est une maquette de Jean Nouvel. Vous reconnaissez ce grand dôme qui, en fait, est comme un toit au-dessus d'un village. Et dans le village, il y a des petites maisons. Et dans les maisons, il y aura les œuvres des musées. Et le rendu sera de cet ordre-là. Au-dessus, cette treille provoquera des jeux de lumière tout à fait extraordinaires au sein de cet ensemble. Alors l'histoire est radicalement différente de celle de Lens. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est Abu Dhabi, en fait. L'idée est venue d'Abu Dhabi. C'est pas l'idée qui est venue de chez nous. L'idée est venue d'Abu Dhabi. Les gens d'Abu Dhabi, ils préparent l'après-pétrole. Un jour, il n'y aura plus de pétrole dans les Émirats arabes unis, donc ils se disent qu'est-ce qu'on deviendra après. Autant y penser maintenant qu'ils ont encore des ressources que lorsqu'il sera trop tard. Donc ils ont fait le pari du tourisme et du développement culturel. Et comme là-bas, l'argent n'est pas un problème, n'est-ce pas, ils ont vu tout de suite les choses en grand. Alors voir les choses en grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà voir plusieurs musées. Il y a pas moins de 4 musées qui sont envisagés. Il y en a 2 dont je ne parlerai pratiquement pas, qui est un musée de la Marine et un musée des Arts de la Seine. Et puis 2 musées d'œuvres d'art. Le premier, c'est pour le XXe siècle. Et le deuxième, c'est un musée encyclopédique. Donc la démarche, quand vous n'avez pas de problème d'argent, c'est de se dire, avec qui je fais mes 2 musées, je vais chercher ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc pour le XXe siècle, ils se sont dit, il y a un musée qui est quand même connu pour faire pas mal d'essaimages un peu partout dans le monde, c'est le Guggenheim. Donc ils sont allés voir le Guggenheim pour discuter avec eux d'une antenne Guggenheim à Abu Dhabi. Pour le musée encyclopédique, ils se sont dit, quand même, ce qui a la meilleure image dans le monde, c'est pas l'Ermitage, c'est pas le British Museum, c'est pas le Vatican, c'est le Louvre. Donc ils sont venus voir le Louvre en disant, voilà l'idée. On voudrait, vous avez déjà un projet à Lens, on voudrait faire un Louvre à Abu Dhabi avec l'ambition qui est celle-là, beaucoup d'œuvres, etc. Le Louvre a répondu dans un premier temps qu'il ne pouvait pas répondre à la demande. C'est-à-dire que ce qui était demandé en matière notamment d'engagement en termes de nombre d'œuvres était trop important par rapport aux capacités du musée qui doit servir évidemment le musée à Paris, le musée à Lens. Toutes les expositions qu'on organise dans le monde supposent qu'on prête des œuvres. Donc ce n'est pas un stock inépuisable. Donc en gros, on a dit on peut y réfléchir, mais à condition que vous acceptez l'idée qu'on ne se limite pas aux seules logiques chronologiques du musée, l'Antiquité jusqu'à 1850 et que l'art occidental, mais qu'on en fasse vraiment un musée encyclopédique, universel, donc avec les autres musées français. Et on est parti dans cette direction-là, et ça a finalement fonctionné, puisque c'est un accord intergouvernemental qui scelle le projet d'Abu Dhabi. Ce n'est pas un accord entre le Louvre et les autorités émiriennes, et l'ensemble des musées français est concerné. Alors, il y en a quand même un qui est plus concerné que les autres, c'est le Louvre, parce que dans le calcul des Émiriens, il y avait un raisonnement sur la marque, qui, à vous qui êtes étudiant en marketing, ne paraîtra pas absurde, qui est de se dire, si on a une marque prestigieuse, elle nous permettra de gagner un temps très très précieux pour la réussite du projet. La marque Louvre, au fond, elle s'est constituée en 2 siècles d'histoire, enfin d'histoire de musée, et 6 siècles précédemment d'histoire des rois de France, de l'architecture, etc. Donc vous imaginez 2 siècles de musée pour faire cette marque-là, et ça va le... Si les Émiriens doivent attendre 2 siècles avant d'avoir une marque qui marche aussi bien, ça va être très long pour l'après-pétrole. Ça va même pas le faire, parce que les réserves sont beaucoup moins importantes. Donc le plus simple, c'est pourquoi pas d'acheter la marque si c'est possible. Ce raisonnement-là était totalement nouveau à l'époque, mais néanmoins pas impossible sur le plan conceptuel. À cette époque, on parlait beaucoup de valorisation immatérielle des biens publics. Ça, c'était un bon exemple. Et la négociation, à laquelle je n'ai pris personnellement aucune part, a été extrêmement bien menée, puisqu'au total,
Ils ont acheté le droit d'utiliser le nom du Louvre pour baptiser ce musée pendant 30 ans. Ils l'ont acheté non pas 150 millions, mais ils l'ont acheté 400 millions. 400 millions d'euros, vous vous rendez compte? Dans le monde des musées, autant de zéros après un 4, c'est ahurissant. Donc c'est une somme absolument considérable. On va reparler après que la question de savoir ce qu'on fait de cet argent est elle aussi une question assez épineuse. En tout cas, l'accord avec Abu Dhabi prévoit 400 millions d'euros au titre de la licence de marque. Il prévoit aussi un transfert de compétences tout à fait important entre les musées français à travers une structure qui a été créée spécialement pour ça, qui est une filiale du Louvre qui s'appelle France Muséum. Et puis aussi, il prévoit quand même de prêter des œuvres pendant 10 ans, pendant le temps que le musée se constitue une collection. Les musées français, le Louvre évidemment, va prêter des œuvres. En échange de quoi, d'ailleurs, il aura des rémunérations un peu sur le modèle japonais ou américain. Et puis dans 10 ans, ils auront eu on va les aider pour acheter des œuvres et avoir une collection permanente. Dans 10 ans, c'est leur collection permanente qui prend le relais. Le musée du Louvre continuera à évidemment à organiser des expositions sur le modèle japonais ou atlantin, là encore. Donc ça, c'est ça qui... Alors cette affaire-là est j'allais dire, a été un vrai cataclysme dans le monde des musées, parce que pour la première fois, alors qu'en réalité, tout était en germe avec Atlanta et le Japon, hein, pour la première fois, on mettait sur la place publique, dans la même équation, des œuvres d'art et de l'argent. Simplement, ce qui paraissait incroyable, c'est le nombre de zéros après le 4, hein, encore une fois. Donc l'idée de dire qu'on allait faire un projet muséographique avec une telle somme d'argent à la clé, c'est quelque chose qui était à contre-courant complet de la culture professionnelle du monde des musées, dans lesquels, vous savez, l'économie et l'art, ça fait quand même très, très mauvais ménage. Et l'idée de se dire que tout ça a une dimension financière, quelque chose qui est assez étonnant pour beaucoup de conservateurs, encore maintenant, même après Abu Dhabi. Mais en tout cas, à l'époque d'Abu Dhabi, ça a cristallisé ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des débats dans la presse, dans les médias, les pour, les contre, et Dieu merci, les contre ont perdu en race campagne, et finalement le débat a eu lieu, et tous les non mais ce qui était important, c'est que tous les tabous qu'il y avait sur la réalité du monde des musées, qui n'est pas un monde éthéré, qui est un monde ancré dans la réalité, y compris économique, ont été mis sur la table et franchement débattus. Et ça, c'est un grand acquis. Parce qu'en matière de maturité intellectuelle dans cet univers-là, ça permet d'avancer beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus efficace, surtout à une époque où diversifier les revenus est absolument essentiel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait tout seul. L'autre tabou qui était mis sur la table violemment, c'était l'idée que, ce que je vous disais, qu'il était légitime de transporter les œuvres pour aller vers le public. On le faisait depuis longtemps, notamment à travers les expositions au Japon, à Atlanta, mais là encore, ça avait une telle dimension que ça d'un seul coup, les gens se sont dit, mais mon Dieu, quelle horreur, pourquoi est-ce que ces œuvres-là ne restent pas à Paris? Pourquoi est-ce que la communauté française irait certains ont eu des propos même presque racistes, hein, dans ces pays-là qui n'y comprendront rien, avec pas de femmes nues représentées dans les peintures, vous vous rendez compte? Enfin, ce genre de choses-là, de présupposés un peu étranges, qui faisaient qu'il y avait cette résistance, sans compter le fait... certains arguments qui sont justes, malgré tout, sur la fragilité. C'est vrai que les œuvres d'art, c'est pas comme des voitures, hein, c'est fragile, c'est unique, donc il faut s'entourer de beaucoup de précautions. Mais c'est jamais impossible, dès lors qu'on a la volonté de le faire. Donc cette opération s'est faite, et c'est fait dans les conditions que je viens de vous rappeler. Avec une belle question quand même, 400 millions d'euros, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un vrai problème qui n'est pas tranché. Enfin, il est tranché sans l'être en réalité. Qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, l'État, vous avez dit, hein, il apporte à peu près la moitié du budget annuel du Louvre, 100 millions d'euros par an. C'est beaucoup. Période de crise, déficit budgétaire, la tentation est quand même forte de se dire waouh, 400 millions, moi j'allégerais bien ma subvention. Ce qui est un peu un problème, parce que 400 millions, c'est une somme ponctuelle, et la subvention, on en aura besoin quand même pendant un moment. Donc il y a un petit déséquilibre là, dans les concepts financiers. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut financer des investissements exceptionnels? Ça, c'est pas une mauvaise idée. Parce qu'effectivement, des investissements exceptionnels, on peut en avoir. Par exemple, je vous ai dit qu'on avait réalisé que le Louvre était près de la Seine il n'y a pas très longtemps, qu'il était donc menacé par les crues. Les crues, alors une fois par siècle, en principe, il y a une crue gigantesque. La dernière fois, c'était en 1910, qui, si elle se reproduisait, submergerait vraiment les réserves du musée. Donc c'est un vrai problème pour le Louvre, comme pour les musées qui sont du bord de la Seine.
Donc, ça coûte très cher de faire un centre de réserve ailleurs, parce que l'idée, c'est de construire en dehors de Paris, pas trop loin, dans un endroit pas inondable cette fois-ci, avec des commodités, etc. Donc, au fond, s'il y a 400 millions d'euros, ça ne serait pas un mauvais plan de les utiliser en partie pour ce genre de choses. Ou alors, autre tentation de l'État, OK, des revenus ponctuels, dépenses ponctuelles. Dans vos investissements courants, il y a bien des trucs qui sont des investissements, mais qui normalement sont du rôle de l'État propriétaire, mais quand même, si on pouvait vous les faire payer, ça serait mieux. Par exemple, le plan sécurité incendie, 25 millions d'euros. L'État aimerait bien barboter un peu d'Abu Dhabi pour financer ça, alors que c'est quand même son devoir de propriétaire que de garantir que son bâtiment, le Palais du Louvre, est protégé contre ça. On peut aussi imaginer que si on n'arrive pas à financer les projets dont je vous ai parlé et de quelques autres, on puisse utiliser un bout d'Abu Dhabi pour les financer. Et puis il y a une autre idée qui est intéressante, c'est au fond pourquoi on n'utiliserait pas cette somme d'argent-là pour faire un truc nouveau qu'on peut appeler un quatrième moteur financier du musée. Alors les trois premiers, c'est l'État, c'est la billetterie et c'est le mécénat. Le quatrième, ça serait ça. Alors ça serait quoi? C'est ce qu'on appelle le fonds de dotation. Alors, le fonds de dotation, c'est un objet juridique qui a été créé il y a 2 ans. C'est très inspiré du modèle américain, les endowment funds. Les Américains, ils ont ça pour les hôpitaux, les universités, les musées. Par exemple, Harvard, il a un fonds de dotation de 25 milliards de dollars. Le Metropolitan Museum, 3 milliards. Alors, un fonds de dotation, c'est quoi? C'est une somme qu'on ne touche pas. C'est une grosse somme d'argent qu'on place sagement et on n'utilise que les intérêts. Donc ça fait un revenu pérenne. Alors aux États-Unis, vous imaginez, Harvard, 25 milliards de dollars, quand ils placent ça convenablement, ça génère des revenus annuels considérables qui permettent de faire que les universités américaines sont ce qu'elles sont. Alors ce truc-là n'a pas que des avantages parce que si c'est Madoff qui confie le placement des milliards du fonds de dotation, vous imaginez le problème. Et ça, c'est d'ailleurs en partie passé, pas forcément Madoff, mais les règles de placement des fonds américains étant ce qu'elles étaient, y compris dans le monde culturel. Vous avez des musées qui ont vu leur fonds fondre de 30% en un an, ce qui pose un vrai problème de revenus les années suivantes. Donc en France, l'idée, c'est de construire un objet juridique qui pourrait fonctionner de la même manière. On pourrait y mettre des sommes d'argent et n'utiliser que les revenus du capital en s'entourant quand même de précautions, de telle sorte qu'on ne puisse pas prendre de risques inouïs avec cet argent en le plaçant bêtement et de manière inconsidérément risquée. Donc, le Louvre a créé son fonds de dotation, il a été un des premiers à le faire, en se disant 400 millions d'euros, c'est un bon plan. Parce que c'est une masse critique déjà assez importante pour produire des intérêts. Quand même, imaginez qu'il y ait 400 millions d'euros placés, si ça rapporte du 5%, ce qui serait peut-être le maximum raisonnable, ça fait quand même 20 millions d'euros par an quand tout ça aurait été versé. Donc on a convaincu à peu près l'État de ne pas dilapider l'argent, de ne pas le prendre pour lui, mais de le mettre l'essentiel sur le fonds de dotation. Alors tout est dans les détails en fait. Donc il y a eu un premier versement qui a eu lieu de 150 millions d'euros sur les 400. Les autres interviendront progressivement. 150 millions d'euros. On a eu le droit d'en mettre 100 dans le fonds de dotation. C'est-à-dire qu'il y en a 50 millions qui sont encore sur le fonds de roulement du Louvre. Et là, on craint un peu que les 50 millions soient utilisés pour le plan incendie ou pour ces choses-là. Donc on a sauvegardé déjà 100 millions d'euros et on a aussi, pour éviter la menace de deuxième rang qui consisterait à dire OK, fonds de dotation, 100 millions vont générer, mettons, 4 ou 5 millions d'euros par an. Et bien voilà des revenus de fonctionnement. Je vais diminuer ma subvention de 4 à 5 millions d'euros par an qui seront intégralement compensés par les revenus des intérêts. Le raisonnement se défend. Sauf que là, on est perdant. On n'a aucune raison de se décarcasser si ce qu'on gagne d'un côté, l'État nous l'enlève de l'autre. Donc on a inscrit dans les objectifs du fonds de dotation que ça ne pouvait être utilisé que pour financer ce qu'on appelle Louvre 2020. C'est des myriades de projets incroyables qu'on a en tête pour développer encore le Louvre, dont l'appétit est insatiable, on l'imagine. Mais là, il y a un petit vice de raisonnement là aussi, parce que c'est de l'investissement. Donc l'investissement financé par du revenu régulier, c'est pas tout à fait satisfaisant. Donc vous voyez, il y a plein de questions de cet ordre qui se posent, qui sont nouvelles pour le monde culturel français. Ça interroge beaucoup les relations entre le Louvre et l'État. Tout ça, c'est une doctrine qui se construit en marchant. Vous évoquiez le rapport de la Cour des comptes tout à l'heure, qui est un rapport affligeant en réalité, qui ne s'est pas du tout penché sur les vrais intérêts. Je préfère de beaucoup le rapport de l'Inspection générale des finances qui est sorti il y a également peu de temps et qui lui pose ces vrais problèmes-là de gouvernance et par rapport au rôle de l'État. Alors le fonds de dotation, ce n'est pas uniquement pour y mettre l'argent d'Abu Dhabi. Les 400 millions, 100 millions pour l'instant, ça fait masse critique. Mais l'idée, c'est de
de pouvoir le doter, d'augmenter par du mécénat, parce qu'au fond, le concept du fonds de dotation, c'est le concept de mécénat perpétuel. Le mécénat, jusque-là, c'est je donne 100 au Louvre qui le dépense dans l'année. En échange, j'ai de la visibilité, de l'image, etc. Là, l'idée, c'est je donne 100 au Louvre, dont le Louvre ne dépensera que les intérêts, donc il ne dépensera que 4 ou 5 chaque année, mais il le fera l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 50, l'année 100, l'année 200, l'année... Bref, c'est une forme de mécénat perpétuel, qui est un concept intéressant, parce que les mécènes, souvent, dans leur motivation, il y a l'idée de durer, l'idée de « je laisse une trace ». Pas tellement les entreprises, encore que aussi les entreprises, mais aussi les donateurs individuels, qui sont des gens qui songent à ça, à la trace qu'ils vont laisser. Et ainsi, nous allons bientôt annoncer la création du premier... Alors, le mot sous-fond est un mot affreux. Je préfère l'expression fonds dédié. C'est-à-dire que dans le grand fonds, on peut créer des compartiments. Et une donatrice franco-américaine va faire un don de 3 millions de dollars, dont les intérêts serviront à financer des activités en rapport avec l'art iranien. Voilà un exemple de besoin à long terme qui sera ainsi financé par cette dotation. Un jour, quand on aura un peu plus de temps, on s'intéressera par exemple au legs, qui est, je crois, une ressource, un gisement tout à fait considérable. Et je pense que le leg peut tout à fait trouver du sens dans le fonds de dotation. Alors, un dernier mot sur une dernière histoire que je trouve là aussi révélatrice des évolutions de cet univers-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde culturel, il ne fait pas tellement appel à la générosité publique. En général, c'est plutôt le Resto du Cœur, la recherche contre le cancer, l'Institut Pasteur qui font ça. Qui le font d'ailleurs avec beaucoup d'habileté, de savoir-faire marketing en particulier, et beaucoup d'efficacité, il faut le dire. Et au fond, moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi la culture ne fait pas ça ? Parce qu'au fond, on est nous aussi une cause. Alors bien sûr, ce n'est pas des causes d'urgence, mais enfin, on est une cause qui est digne, qui vaut la peine d'être défendue. Donc, peut-être que dans les intentions philanthropiques des Français, il peut y avoir aussi celle-là. Alors ça suppose d'abord de savoir en parler. Mine de rien, vu d'où on vient, c'est-à-dire d'une époque où l'État donnait, quoi qu'il arrive, 100% du financement, il y a en 93, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas besoin de faire un argumentaire violent pour expliquer à l'État, voilà à quoi je sers, voilà pourquoi vous devez me subventionner. Ça paraissait aller de soi. Aujourd'hui, c'est différent. Vous comprenez bien que si vous voulez solliciter l'intérêt des mécènes du monde arabe, américain, français, des entreprises, des fondations et des donateurs individuels, il faut être capable de leur dire voilà à quoi on sert. Voilà pourquoi vous allez nous donner de l'argent. Voilà quelles sont nos valeurs que vous nous aiderez à défendre. Et c'est d'autant plus important pour le secteur individuel. Quand les gens choisissent les causes qu'ils soutiennent, ils veulent savoir si les valeurs que ça représente correspondent aux leurs. Donc, il y avait tout un travail à faire qu'on commençait à envisager. Et puis arrive ce tableau qui est ce qu'on appelle un trésor national. C'est un tableau de Lucas Cranach, qui s'appelle Les Trois Grâces. Cranach, c'est un peintre allemand de la Renaissance. Ce tableau est en main privée, extrêmement bien conservé, et la règle des trésors nationaux, c'est que si dans les 30 mois qui suivent le classement en tant que trésor national, vous n'avez pas trouvé de solution pour l'acquérir, eh bien, le propriétaire peut le vendre à l'étranger, où il le vendra dans de meilleures conditions qu'en France. Donc là, il y a un côté course contre la montre qui est un peu inquiétant. 4 millions d'euros. Alors, première démarche, on va chercher auprès des entreprises, parce que les entreprises sont plus habituées à ça. Et en plus, pour les trésors, il y a un taux exceptionnel de déduction fiscale de 90%. 90%, c'est quand même considérable. Donc on a cherché. Dans le passé, on avait trouvé assez facilement des entreprises qui nous aidaient à acheter des trésors. Et puis là, à cause de la crise, on a trouvé 2 millions. C'est bien, mais enfin, c'est pas 4. 2 millions apportés par 2 entreprises. Comme on voulait vraiment très fort ce tableau, le Louvre a décidé de mettre aussi 1 million sur son budget. Mais en septembre dernier, là, on était encore avec 3 millions, il en fallait 4. Donc on s'est dit, tiens, le sujet est plaisant, le tableau est bien conservé, on va essayer de faire un appel à la générosité publique. Donc on a lancé cette campagne que vous avez peut-être vue dans la presse ou à la télévision, où on expliquait aux gens que pour acquérir les 3 grâces de Cranach, le musée du Louvre a besoin de vous, et qu'il fallait faire un don avant le 31 janvier. Parce qu'effectivement, le 31 janvier, c'était la date limite. Alors, on s'était dit, bon, la culture, c'est pas les restos du cœur, le Louvre ne fait pas pitié du tout. Demander de l'argent pour un 7 millième tableau, très peu de chances que ça marche vraiment. Donc, si on arrive à réunir, mettons, 300 000 euros en 2 mois et demi, on sera extrêmement content. Donc c'était ça l'objectif, c'était de réunir 1 million d'euros,
Enfin, officiellement, d'après la pub, c'était 1 million d'euros en 2 mois et demi. Et entre nous, on se disait, allez, 300 000, ce serait super, il restera encore 700 000. Ceux-là, on les prendra sur le budget d'acquisition du Louvre en 2011. Eh bien, en 5 semaines, pof, 1,5 million d'euros collectés. On a été obligé d'arrêter la campagne au bout de 5 semaines et de dire aux gens, arrêtez, c'est bon, on les a, les millions. Et avec l'inertie de la campagne, on a même été jusqu'à 1,5 million, alors qu'on avait annoncé que 1 million. Et c'est 7200 personnes qui se sont trouvées intéressées. Que vous dire d'eux? Les dons vont de 10 à 40 000 euros, donc un éventail très large. Le don moyen de 160 euros, alors que dans le secteur humanitaire classique, c'est plutôt 120, donc un don un peu supérieur. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il s'est trouvé quand même 700 personnes pour donner plus de 500 euros, ce qui est une somme déjà considérable. Et l'autre point extrêmement important, c'est que 75% de ces gens ne les connaissaient pas. C'est-à-dire que les 25% autres, c'était des gens qui étaient amis du Louvre, qui étaient membres d'un cercle de mécènes qu'on avait déjà fabriqué, ou des visiteurs fidèles. Mais 75%, on les avait sur aucun fichier. C'est des gens qui sont venus uniquement par la campagne. Alors, au fond, qu'est-ce qui a été les facteurs du succès? Alors, il y a d'abord le fait que c'était une œuvre, un trésor national, une œuvre majeure, enfin, en tout cas que le Louvre disait comme majeure. En plus, on disait, c'est vraiment cette œuvre-là qu'on veut acheter, l'argent que vous donnerez, ça sera pour ça sera précis et fléché. Ensuite, on a fait une bonne campagne, on a bien travaillé sur le plan marketing, c'était ce qu'il fallait faire en matière de pub, de site internet, de soutien par les médias, évidemment, qui était tout à fait essentiel. La participation de la presse a été décisive. En effet, je ne comprends toujours pas pourquoi, en 10 jours, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux ont fait un truc sur les 3 grâces de Cranach. Ça a été absolument incroyable, ce qui a été évidemment pour beaucoup dans le succès, on le comprend aisément. Un quatrième élément, c'est aussi la confiance qu'inspire le nom du Louvre. On parlait de la marque tout à l'heure. Apparemment, elle ne marche pas uniquement auprès des princes émiratis, elle marche aussi auprès des publics, puisque quand le public dit que le Louvre dit que cette œuvre-là est importante et qu'il a besoin de vous pour l'acheter, ça a l'air de marcher, puisque 7200 personnes le donnent. Et c'est ça la grande leçon du truc, qui est d'une évidence flagrante, c'est qu'en fait, il faut demander. Ça a l'air d'être bête, mais vous n'avez pas d'argent si vous ne le demandez pas. Et la leçon, c'est qu'il fallait juste demander. Il fallait demander de la bonne manière, avec les bons outils, le bon argumentaire. Mais en fait, les gens sont prêts à donner pour la culture. Et ça, c'est une grande nouvelle quand même. Parce que ça veut dire qu'ils sont en train de... Il y a une position à trouver. D'abord, dans leur tête, ce n'est pas forcément concurrent avec les dons sociaux ou humanitaires. C'est un don plaisir, quoi. Pour une fois, on ne fait pas un don pour compenser un drame. C'est un don pour donner du plaisir à soi-même et à la communauté grâce à une œuvre supplémentaire. Donc c'est un don positif et ça, au fond, les gens, je crois, aiment ça. Enfin, apparemment, c'est ce qui a l'air de se passer. Et puis évidemment, quand c'est le Louvre qui demande, apparemment, on le croit et donc on se porte volontaire pour répondre à son attente. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que les gens ne se considèrent pas uniquement comme contribuables qui payent des impôts, qui en partie financent le musée, ou alors comme clients, qui achètent un billet, qui achètent un service. Mais ils ont aussi la possibilité d'être co-responsables. C'est-à-dire qu'en donnant 160 € en moyenne, ils jouent une part active dans la vie du musée. Et ça, c'est un lien nouveau, avec une grande responsabilité vis-à-vis d'eux, qui est un vrai petit défi pour nous. Un défi pour la suite, parce qu'on a bien envie de continuer à garder le lien avec eux et de recommencer. On ne sait pas encore trop comment. Mais en tout cas, je crois qu'il y a là en germe un truc nouveau. Alors, si on récapitule, et puis j'en aurai fini pour ma présentation, vous voyez que la machine, c'est singulièrement compliqué. Il y avait beaucoup moins de ronds et de carrés et de flèches au début. Donc, le Louvre, il est toujours au milieu. Vous avez l'État à gauche, mais qui va passer bientôt sous la barre des 50% du financement. Vous avez la billetterie qui rapporte un peu plus que 25%, effectivement. Vous avez d'autres sources de financement substantielles comme le mécénat, 14%, la valorisation du domaine, pratiquement 8%, et puis plein d'autres sources de financement qui ne sont pas forcément mesurables statistiquement et aujourd'hui dans les comptes, mais vous repérez le réseau Louvre avec les expositions internationales qui rapportent des revenus, on l'a vu. Abu Dhabi apportera des revenus directement ou via le fonds de dotation qui lui-même va être enrichi par des donations de mécènes et de donateurs individuels. Les donateurs individuels qui sont ces parties prenantes
d'un nouveau genre dans la vie de l'établissement, comme j'évoquais. Et Lens, dans cette affaire, c'est l'inverse. C'est le Louvre qui va apporter, puisque c'est sa mission, c'est son rôle. C'est pour ça que la flèche est dans l'autre sens. Donc vous voyez, c'est bien plus compliqué qu'avant. Ça pose des tas de questions, notamment sur la gouvernance. Qui prend les décisions dans une maison comme ça? Avant, c'était simple, c'était l'État qui finançait tout, donc c'est l'État qui décidait de tout. Est-ce que c'est aussi simple aujourd'hui? Il y a plein de contradictions, on pourra en reparler si vous voulez. Et puis il y a plein de savoir-faire nouveaux, dont beaucoup d'ailleurs concernent des savoir-faire qui sont du style de ceux qu'on peut apprendre dans les écoles de commerce. Il faut savoir trouver de l'argent, il faut savoir vendre, il faut savoir trouver des sources de financement extrêmement diverses, il faut savoir très précisément placer de l'argent avec un fonds de dotation. Il faut savoir comment on place des sommes parfois importantes. Il faut avoir des notions de marketing parce que tout ça, ça se passe dans un univers qui est très, très concurrentiel. Donc il y a un tas de savoir-faire nouveaux qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à gérer plusieurs sites en même temps, par exemple. Ça aussi, c'est pas évident. Donc voilà à travers quelques exemples qui illustrent la mutation d'un modèle vers l'autre. Alors, il y a beaucoup d'aspects économiques parce que on est dans une école de commerce, mais ça a plein d'autres conséquences sur plein d'autres domaines, et ça illustre le fait que cet univers-là est en plein changement, et est en train d'inventer des objets un peu hybrides. C'est bien plus compliqué, ça, qu'un établissement complètement financé par l'État, qu'une administration. C'est plus compliqué qu'une entreprise. Il y a un peu de tout. Donc, c'est tout à fait passionnant à expérimenter et à faire marcher. Voilà, merci de votre attention. Merci Christophe Monin pour cette présentation aussi dynamique que passionnante. Donc le temps est venu de laisser la parole au public avec des questions qui ne manqueront pas de venir. Et donc à votre disposition, vous avez des micros qui vous sont tendus par Clémentine ou par Arnaud. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main et à solliciter le micro pour poser votre question. On a une question tout au fond à gauche. Au fond, il y en a là. Oui, moi ce que je me demandais, c'est que quand vous avez parlé du Louvre à Abu Dhabi, vous aviez dit qu'il y aurait un transfert de compétences. On l'avait compris avec les États-Unis, mais dans le cadre d'Abu Dhabi, je me demandais juste que c'était. Ah bah il est dans un sens, unique celui-là. Il est dans un sens unique. Ah bah oui. Pour ce qui est de faire marcher un musée, là pour le coup on sait mieux faire qu'eux, donc on va leur apprendre par exemple à mener une politique d'acquisition d'œuvres d'art, on va leur apprendre à ce que c'est que la sécurité des œuvres, les techniques de conservation. Non, là ils partent de vraiment rien, donc c'est vraiment un transfert de know-how complet de la part des musées français vers eux. Là, la situation était différente pour Atlanta parce que c'est deux cultures de musées très très établies. Donc là, c'était vraiment dans les deux sens. D'accord. Et ma deuxième question, c'est vous n'avez pas peur qu'avec l'argent dégagé par le projet Louvre à Abu Dhabi, le mécénat puisse baisser en se disant que le Louvre a déjà finalement pas mal d'argent pour investir? Ah oui, vous voulez dire que, vous voyez, non, je pense pas que pour intéresser les mécènes, faut avoir l'air pauvre. Il faut pas faire trop riche, bien sûr. Il faut être clair sur les missions. Il faut être clair sur ce à quoi va servir votre argent. En gros, si on a le sentiment que donner de l'argent au Louvre, ça va, je sais pas moi, payer un 14e mois ou un 15e mois ou payer des stock options pour le patron, etc. Là, je comprends les hésitations. Mais comme vous le savez sans doute, on est très très loin de ça dans le monde de la culture et des musées. Donc, il n'y a aucune espèce d'hésitation là-dessus. Ce qui a rendu, au fond, l'opération Abu Dhabi acceptable, c'est quoi? C'est qu'on avait d'excellents projets pour utiliser les 400 millions d'euros. Entre le centre de réserve, le réaménagement du département des antiquités grecques et romaines, entre la rénovation de la pyramide qui est saturée par les visiteurs trop nombreux, on pouvait démontrer que c'était une chance inespérée pour le développement du musée. Donc, je pense qu'en mécénat, ce qui est important, c'est plutôt des valeurs positives, c'est celle du dynamisme, c'est celle du projet. Il faut avoir envie de s'associer à vous à travers le mécénat. Même quand c'est un don modeste, on l'a vu pour le Cranach, on faisait pas pitié, hein, mais hop, les gens sont venus quand même. Donc je ne pense pas que l'effet que vous redoutiez puisse se produire. Je ne pense pas. Et juste dans les 400 millions d'euros, il y a une partie qui serait utilisée pour le financement des arts décoratifs du 18e ou c'est pas prévu? Pour l'instant, on a encore 2 ans et demi pour trouver les 6 millions qui manquent. Donc, on va chercher. Puis, si vraiment on n'arrive pas, on ne va pas bloquer le projet. On va bien finir par l'ouvrir, ce département. Donc, est-ce qu'on aura dans notre fonds de roulement les 2 ou 3 millions qui me suffiront à boucler? Ou est-ce qu'il faudra l'épuiser dans la réserve d'Abu Dhabi? Je ne sais pas. J'espère pas. J'espère qu'on va trouver autrement.
Oui. Ah, c'est une excellente question. C'est vrai qu'un des vrais mystères, si vous prenez Lens, vous avez quoi? Vous avez un musée avec des œuvres. Le musée, c'est pas le Palais du Louvre, c'est pas Paris, comme vous dites. Or c'est vrai, dans l'image des gens, le Louvre, c'est le Palais du Louvre. C'est des œuvres, mais il est clair que même si c'est des œuvres importantes qu'on va amener là-bas, c'est pas la Joconde, c'est pas la Victoire de Samothrace, et c'est pas la Vénus de Milo. Donc c'est pas ces œuvres-là. Dans l'histoire, dans la tête des gens, les œuvres du Louvre, c'est ces trois-là, plus beaucoup d'autres, mais c'est beaucoup ces icônes. Donc il reste quoi? Il reste la marque. Il reste la marque, et là on va voir ce qu'elle vaut. Est-ce que la marque, elle toute seule, puisqu'il n'y aura ni le palais ni les œuvres, dès lors qu'elle est au milieu de nulle part, hein, à Lens, alors bien sûr avec un magnifique projet, une énergie locale considérable, et est-ce qu'elle va marcher? Ça serait intéressant. Par exemple, à Lille, il y a le musée des Beaux-Arts, dans lequel il y a en dépôt à peu près 400 œuvres du Louvre en permanence. Le musée des Beaux-Arts de Lille, il a 250 000 visiteurs par an. Je vous ai dit, il allait y avoir 300 œuvres du Louvre en permanence à Lens. Et je vous ai dit aussi, donc moins d'œuvres qu'au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui lui pourtant est dans une grande ville. Et je vous ai dit qu'on espérait 500 000 visiteurs, 2 fois plus. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? C'est la marque. On va voir si la puissance d'attraction de la marque, elle peut faire. Autrement dit, parce que ça s'appelle Louvre, parce que c'est tout ce qu'il y a derrière en termes de qualité, d'exigence, etc., vont faire venir les gens, non seulement de la région, mais aussi de Paris, mais aussi de Bruxelles, de Londres ou d'Amsterdam. L'autre point que vous soulignez, qui est très juste, c'est que l'un des enjeux de la dilution pour éviter la dilution de la marque, parce qu'en fait, ce qu'on apprend là, c'est que, comme vous le savez vous dans les écoles de commerce, c'est que pour une maison comme la nôtre, au fond, la marque, c'est un actif extraordinaire. Sauf que c'est un actif qui peut se déprécier si on n'y prend pas garde. Donc, c'est bien joli d'aller faire un Louvre à 5000 km à Abu Dhabi, mais s'il porte notre nom pendant 30 ans, il faut être certain qu'en notre nom, on ne va pas faire d'horreur, quoi. Donc, le contrat de licence de marque, il prévoit un tas de clauses qui en gros, garantissent notre contrôle, entre guillemets, sur ce qui va s'y passer, pour être sûr qu'en effet, notre actif principal ne va pas se dévaloriser. Mais c'est un vrai défi, parce que, encore une fois, on ne sait pas faire, on n'a jamais fait. Donc, on va essayer de faire bien comme il faut, on va être très, très prudent, parce que ce qui se fera en notre nom rejaillira sur l'ensemble du réseau, le Louvre à Paris, le Louvre à Lens et le Louvre à Abu Dhabi. Donc, c'est des questions nouvelles et passionnantes, je trouve. Je ne sais pas quoi vous dire là. La marque Louvre, c'est un rectangle noir avec derrière un nuage sombre et le mot Louvre marqué en capitale Grandjean. Mais c'est pas ça que vous vouliez que je dise. Je sais pas moi, alors je peux vous dire des banalités du style l'excellence, l'histoire, la qualité, tout ça. Mais bon, qui ne dirait pas ça? On verra. Vous nous avez dit à l'instant que le Louvre serait attentif au fait que des horreurs ne soient pas faites en son nom, mais justement avec la multiplication des investissements privés, que ce soit pour le Louvre ou pour d'autres institutions culturelles, est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse exister un risque que justement les institutions culturelles fassent des compromis destinés à plaire aux investisseurs privés? Vous avez parlé du concert de Janet Jackson, on pourrait penser à des expositions, par exemple, qui mettraient en valeur uniquement les œuvres célèbres destinées à attirer le public, et ce qui favoriserait justement les mécènes. Moi, je crois exactement le contraire. Avec un schéma comme ça, vous avez le Louvre au milieu et puis plein de sources de financement possibles. Vous êtes dépendant d'aucune. Quand vous êtes dépendant d'une seule source de financement, alors si c'est le cas, il vaut mieux que ce soit l'État pour prévenir les dérives que vous évoquez, quel que soit d'autres. Mais même l'État, si vous dépendez complètement de l'État, le jour où l'État est pauvre, vous êtes pauvre, et quand vous êtes pauvre, vous êtes sans moyens, et vous faites plus d'exposition du tout. C'est même pas une question de savoir si on fait un truc blockbuster ou un machin un peu une exposition un peu exigeante scientifiquement.
Vous n'avez juste pas moyen de la faire. Donc moi, je crois que ce qui garantit au contraire l'exigence artistique à moyen terme, dans le contexte dans lequel on est, c'est la diversification des sources de financement. Quand vous êtes dépendant d'une seule source, vous n'êtes pas libre. Quand vous êtes dépendant de 5 ou 6 sources, il est quand même rare que les 5 ou 6 se tarissent en même temps. Donc, bien sûr, au cas par cas, il faut veiller à bien établir les barrières. Et nous, par exemple, nous avons une charte éthique qui nous dit en gros les règles qu'on se donne dans la relation avec nos mécènes. C'est légitime d'ailleurs qu'on se donne ces règles-là parce que comme c'est des financements nouveaux, il est normal que pour l'intérieur de la maison, par exemple, on ait des règles extrêmement précises parce que la crainte que vous soulevez, elle a été maintes fois agitée en interne. Et la charte éthique, elle nous donne justement les limites qu'on ne va pas franchir. Si ça c'est respecté, et ça l'est largement, parce que là encore, un calcul à court terme pourrait nous inciter à faire ce que vous suggérez, mais à long terme, ça serait désastreux. À ce moment-là, je pense qu'au contraire, la garantie de l'indépendance, elle vient de la multiplicité des sources de financement. Une question concernant la culture comme outil diplomatique et de lobbying. Comment est-ce que, dans le contexte actuel dont vous avez parlé, on peut être sûr que les arts de l'islam, par exemple, ou un changement de politique en 2012, ce genre de choses, ne risquent pas d'influencer les projets que vous avez mis en place? Et deuxième question un peu plus technique, vous avez en ce moment... sur la façade du Louvre, une publicité pour Breguet. Comment est-ce que ça a été négocié avec la mairie de Paris et ça n'a pas posé des problèmes? Merci. Pour le premier sujet, oui, c'est une vraie question. Après, si vous voulez, le coup est parti. Nous, on est confortable dans nos convictions, quoi. On sait que faire ce projet-là est conforme à nos missions et à notre projet à très long terme. Que c'est une réponse culturelle à des questions que d'autres posent autrement, sans aller plus loin. Mais en même temps, c'est vraiment une question délicate. Par exemple, je vous parlais du Cranach et cette idée que nous avons de recommencer des campagnes pour solliciter la générosité des gens et de le faire dès cette année. On s'est posé la question de savoir si on n'allait pas choisir justement les arts de l'islam. Je vous ai dit qu'il manquait 10 millions d'euros au fond. On pourrait dire à la rentrée, est-ce que les Français ne pourraient pas nous aider à financer le reste, enfin, tout parti. Je crois qu'on ne va pas oser le faire. On ne va pas le faire parce que ça va obliger à poser des questions qui vont être mal interprétées. Parce que dès lors que vous mettez le projecteur sur les besoins de financement pour un projet, la presse notamment vous interroge, et puis tout un chacun vous interroge sur les modalités de financement de l'ensemble. Et pour le coup, je ne suis pas sûr que dans la société française d'aujourd'hui, l'idée qu'un projet comme ça soit financé par un prince Al-Walid, par le roi du Maroc, par 2 ou 3 autres pays musulmans, soit très facile à accepter. Donc, on le fera passer lors de l'ouverture, mais je ne suis pas sûr que mettre le coup de projecteur à l'occasion d'une campagne de levée de fonds, ce soit une bonne manière de poser la question. Donc pour répondre à votre première interrogation, oui, c'est un sujet délicat. En même temps, en tant que citoyen et de musée engagé dans ces débats-là, on est tout à fait à l'aise. Pour la deuxième question, il y a eu en effet des débats il y a quelque temps sur l'invasion publicitaire des bords de la Seine. Est-ce que les établissements culturels ont vocation à être des établissements sandwich? C'est des débats un peu théoriques parce que dans le fond, il vaut mieux un échafaudage avec une publicité un peu propre qu'un affreux échafaudage en lambeaux, ce qui était le cas avant pour le Louvre. Ensuite, si ça permet, sous réserve que l'esthétique soit à peu près conservée, de collecter des sous qui permettent d'alléger un peu la facture des travaux, c'est bon à prendre, puisqu'en plus c'est temporaire par définition. Et puis enfin, les autorités administratives, alors en l'occurrence, nous, c'est pas la mairie de Paris, c'est la DRAC, ont été extrêmement vigilantes pour imposer des règles. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la surface occupée par la marque ne peut pas dépasser 50% de la surface totale de la bâche elle-même. Donc vous avez de part et d'autre de la montre des reproductions de l'architecture du palais. Et l'esthétique globale est bien préservée. Au point que l'architecte des bâtiments de France, qui est quand même en matière d'ayatollah, l'architecture pas mal, nous a dit « Ah, pas mal, votre truc là. L'Arche du Carrousel. Vous voyez l'Arche du Carrousel qui est devant la pyramide de verre. Et
qui est en assez mauvais état, nous dit-il, aurait besoin d'un sacré coup de ravalement. Il y en a pour 2,5 millions, avec des échafaudages. Et lui-même nous a dit, vous devriez mettre une sorte de boîte avec une valise Vuitton dessus, enfin en gros, et en échange, on pourrait ainsi faire le ravalement de l'Arc de Triomphe. Lorsqu'on en est là, on se dit que c'est gagné, quoi. Les mentalités ont vraiment évolué. Donc vous avez parlé des acteurs de la mobilité qui ne sont plus les mêmes. Enfin, le fait que les œuvres aillent au public et non plus en dehors du public qui va aux œuvres. Et je voulais savoir si en fait ça ne mettait pas en péril les œuvres. Enfin, est-ce que vous n'aviez pas peur qu'elles s'abîment lors du transport, quelles étaient les modalités pour qu'elles soient en bon état, qu'elles arrivent parce que c'est des œuvres centenaires et qui sont restaurées. Donc, Un musée, c'est d'emblée un compromis entre le coffre-fort d'une banque et un grand magasin. C'est-à-dire que c'est le moyen le plus simple, en effet, de conserver les œuvres, ça serait les mettre dans le coffre-fort d'une banque, et elles seraient intactes, et on les passerait intactes aux générations futures, sauf que personne ne les verrait. Le grand magasin, c'est l'inverse, c'est l'endroit où tout est exposé, mais dans des conditions de sécurité qui ne seraient pas acceptables pour les œuvres. Un musée, c'est un compromis entre les deux. Même si à Paris, si vous voulez, le simple fait d'exposer des œuvres, même à Paris, c'est leur faire prendre un risque. Et un jour, on sait malheureusement que les Vermeer, ils s'effaceront. Et que déjà, ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec beaucoup de choses qui avaient été faites à l'époque. Vous savez que les statues grecques étaient peintes en couleur, par exemple. Le marbre blanc, c'est une pure vision récente, en réalité. Bon, tout ça pour dire que les œuvres sont vivantes en un sens et qu'on ne peut pas lutter définitivement et complètement contre ça. Autrement dit, ce que je dis là, c'est que ce n'est pas une raison suffisante pour pas réfléchir à la manière d'aller vers le public, parce que c'est quand même la vocation numéro un. Ces œuvres d'art, elles n'ont pas été faites pour être dans des coffres-forts de banque, elles ont été faites pour être aimées et vues par des gens. Il faut évidemment prendre les précautions maximales pour faire en sorte que les accidents n'arrivent pas. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents encore au Louvre, en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a un risque. Mais il y a un risque, au fond, de même nature que lorsque vous accueillez 50 000 personnes dans la journée au musée. C'est une différence de degré, pas de nature. Oui, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit au sujet de la diversification des financements pour le musée du Louvre. À mon sens, c'est quelque chose qui est possible pour les grands musées qui ont une marque et un rayonnement fort, mais pour tout ce qui est des musées plus régionaux, ce n'est pas forcément quelque chose de possible. Enfin, l'exemple du Louvre à Lens n'est pas multipliable à l'infini. Et pourtant, c'est des musées qui jouent un véritable rôle de service public, de diffusion de la culture pour tous, même si c'est peut-être quelque chose qui a été un peu remis en cause. Est-ce que vous pensez que le modèle, on va dire, tel que celui que vous avez décrit du Louvre, c'est quelque chose qui ont pour vocation d'être adopté par la plupart des musées, ou est-ce qu'on se dirige vers une répartition des tâches, en quelque sorte, entre quelques grands musées nationaux plus autonomes et d'autres qui resteraient plus ancrés, prisonniers peut-être d'une dépendance à l'égard des subventions de l'État? Vous pensez que justement on va faire une répartition entre, on pourrait peut-être dire un modèle à deux vitesses, ou est-ce que la plupart des musées, même à leur échelle locale, ont pour vocation à essayer de multiplier leur financement avec du mécénat plus local de ce point de vue-là? Bon, je ne vais pas me cacher et vous dire que c'est aussi facile de faire le métier dont je vous ai parlé au Louvre que dans un petit musée, je ne sais pas moi, à Nantes par exemple. Non, c'est vrai, c'est bien plus facile quand on a la collection du Louvre, la marque du Louvre, la notoriété du Louvre. Pour ça, c'est indiscutable. Après, la question, c'est que d'abord, la première réponse, c'est que même les établissements de plus petite taille peuvent développer à leur mesure tout ou partie des outils dont j'ai parlé. Le mécénat d'adhésion locale, ça existe. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même nombre de zéros après le 4, je suis d'accord. Mais enfin, ça permet quand même de faire des choses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que la culture, les musées dans leur ensemble aussi, ont une mission d'intérêt général, voire de service public. Et qu'à ce titre, il est légitime que les collectivités locales, l'État, enfin, les départements, les villes, participent à leur financement parce qu'il y a cette mission-là et dans notre organisation sociale, c'est les collectivités ou l'État qui le finance. Donc ça, même pour le Louvre, c'est indispensable. L'autre question, c'est la question du management de ces trucs-là.
Dans le système d'avant de 93, qui lui-même est héritier d'une tradition ancienne, en fait, c'est l'État qui administrait en direct. C'est-à-dire que le Louvre, avant d'être établissement public, il était en fait géré par la fameuse direction des musées de France que vous évoquiez, qui avait du coup un rôle ambigu entre une tutelle, qu'elle n'était pas vraiment, et un opérateur, qu'elle était formale. Moi, je crois profondément à l'autonomie des établissements. Alors, d'autant plus quand la taille critique est dépassée ou largement, ou même bien au-delà, comme dans le cas du Louvre, mais je pense que la taille critique, elle peut être en fait assez bas. Et que notamment au niveau municipal, il y a pas mal de grands musées de province qui n'ont pas le statut qui est adapté pour relever les défis dont j'ai parlé. Après, est-ce que, dans l'époque où nous sommes aujourd'hui, est-ce que la bonne réponse à ça, c'est la mutualisation, comme avant? Autrement dit, on prend les profits de tout le monde par la RMN ou un autre système, et on redispatche dans les petits musées. Le système a vraiment montré ses limites avec la quasi-implosion de la RMN il y a une dizaine d'années, où vraiment le système était devenu complètement contre-productif, où en gros, les missions générales commerciales, les fabriquer des cartes postales, étaient déficitaires. Donc c'est un paradoxe, quoi. Les subventions servaient à payer les cartes postales et non pas les acquisitions d'œuvres, donc ce qui était complètement paradoxal. Aujourd'hui, il semblerait plutôt que le système qui a l'air de marcher un peu mieux, c'est quand des gros machins considèrent que leur mission, elle ne se limite pas à leur propre rayon. Bon, pour le Louvre, Lens, c'est un exemple. Metz pour Centre Pompidou. Un autre exemple encore. Je parlais des trésors nationaux, du Cranach. Évidemment, convaincre des mécènes de mettre de l'argent dans un trésor national, même si la disposition fiscale est très avantageuse, c'est plus facile quand on est le Louvre que lorsqu'on est le musée des Beaux-Arts de Lyon. Néanmoins, le trésor national le plus cher qui ait jamais été acheté, c'est un tableau de Nicolas Poussin, 17 millions d'euros, qui s'appelle La Fuite en Égypte, qui a été acheté essentiellement grâce à des mécènes que le Louvre a trouvés, mais en disant depuis le début que ce tableau-là, il serait pour Lyon, parce que dans l'histoire du tableau, il y a un lien particulier avec les musées des Beaux-Arts de Lyon. Autrement dit, là, on a mis la puissance de la marque Louvre et de son organisation au service d'un autre musée. Ça, je crois que c'est plus efficace qu'un système de péréquation compliqué qui me semble plus correspondre à l'époque. Alors oui, 2 vitesses, peut-être même 3. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne manière de servir l'intérêt général, c'est de ne pas empêcher entre guillemets, les champions de la catégorie de faire leur travail, dès lors que ceux-ci sont bien gérés et qu'ils ne perdent pas de vue l'intérêt général, bien entendu. Oui, je voulais vous poser une question sur les entreprises. Enfin, je ne fais pas partie de la promo d'Audencia, je crois que ça se voit. Mais bon, je suis le correspondant mécénat de la Chambre de commerce. On a fait une enquête dans la région avec l'aide d'Amicale pour voir ce qu'il en était du mécénat des PME-PMI. Et il y a environ 20% des entreprises qui sont des PME-PMI qui font du mécénat et qui en font principalement dans le domaine de la solidarité, effet crise, et dans le domaine culturel. Bon, on retrouve un peu des éléments nationaux donnés par Amical récemment. Donc, je voulais savoir si, en termes de recherche de mécénat d'entreprise, le Louvre recherchait également du mécénat auprès des PME-PMI, au-delà des grandes entreprises que vous avez citées et qui, effectivement, le financent, mais en adéquation avec l'image du Louvre. Est-ce qu'effectivement, vous cherchez également à faire ressortir une forme de mécénat croisé, c'est-à-dire arriver à faire marier et l'aspect culturel et l'aspect solidarité? Et puis j'avais une dernière question, peut-être un peu plus technique, sur le fonds de dotation, à savoir que vous avez un fonds de dotation dont le capital n'est pas consuptible. Est-ce que c'est quelque chose que vous interdisez ou est-ce que vous l'envisageriez à moyen terme? Oui, on cherche de l'argent auprès de tout le monde, y compris des toutes petites entreprises, et je vous donnerai ma carte à la fin. Non, plus sérieusement. C'est à elle qu'il faut la donner. Non, je plaisante. Oui. On a bien sûr qu'on a on a aussi des relations avec des PME. Pour continuer sur le Cranach, dans le 1,5 million, en fait, il y a 1,2 million qui viennent d'individuels, et dans les 300 000 qui font l'ajustement, en fait, c'est des PME qu'on connaissait pas, et PME ou fondations qui ont voulu participer au mouvement. Donc, et certaines sont vraiment des PME. On a aussi des programmes de mécénat, j'allais dire, qui commencent à 6 000 € avec des cercles d'entreprises, en pensant justement à des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'attacher leur nom à une grande exposition sous la pyramide, mais qui pourtant sont motivées par le projet du Louvre ou par quelques-unes des contreparties qu'on peut leur proposer. Le mécénat croisé, oui, bien sûr, parce que vous avez raison de souligner que si on considère les entreprises, on observe que
même si elles ont commencé le mécénat souvent par la culture, aujourd'hui, elles diversifient beaucoup leurs objets de mécénat et elles sont évidemment pas insensibles à ce qui se passe dans la société. Et donc, de plus en plus, le mécénat humanitaire ou d'environnement prend de l'importance, un peu au détriment de la culture qui avant était toute seule à chasser sur ces terres-là. Donc, c'est vrai qu'une des réponses pour nous, c'est de démontrer que la culture, c'est pas uniquement superficielle, non indispensable, paillettes, tout ce que vous voulez, mais que la culture, c'est essentiel à l'équilibre d'une société et que ça se traduit par des actes extrêmement concrets d'actions faites en direction de publics dits du champ social, mission d'éducation, dans le milieu scolaire, dans les banlieues, etc., qui est le quotidien de beaucoup d'établissements, dont le Louvre. Donc oui, bien sûr, on essaye de croiser, mais ce n'est pas non plus une baguette magique. Hein. On a quand même aujourd'hui un vrai problème de... ce qui était auparavant notre chasse gardée l'est plus depuis maintenant quelques années, et on a vraiment besoin de nous se diversifier, d'où ce qu'on fait à l'étranger, d'où la recherche de fonds auprès de donateurs individuels, etc. Oui, non surconsomptible, ça veut dire que dans la loi, le capital du fonds de notation ne peut pas être consommé. Vous pouvez opter pour un capital consomptible, en effet, qui fait qu'au bout de quelques années, la question peut se reposer. Donc nous, on a opté pour le non consomptible, ce qui est cohérent avec ce que je vous ai dit sur la vision à long terme. En même temps, ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. Donc si un jour, le Louvre avait une très bonne raison de décider qu'il devienne consomptible, son capital, on pourrait certainement le faire. Mais pour l'instant, c'est le but, c'est garder ça à très long terme. Bonjour. On a vu que le mécénat servait en partie à payer des acquisitions d'œuvres. Et qu'est-ce que vous pensez? Récemment, il y a la Pinacothèque qui a ouvert des collections permanentes avec des prêts de collectionneurs. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut aussi être viable économiquement? Est-ce qu'un musée peut vivre sans collection particulière? C'est malin ce qu'il a fait l'enfant terrible de la Pinacothèque. Non, en gros, pour raconter l'histoire, la Pinacothèque, c'est un lieu d'exposition temporaire. L'économie principale des expositions temporaires, là je vous ai parlé de celles qu'on organisait à l'étranger et dans lesquelles il y avait toujours un flux monétaire. Mais normalement, c'est plutôt un troc. Entre musées, on se prête les œuvres gratuitement parce qu'on espère la réciprocité. En principe, il n'y a de flux d'argent que lorsqu'il n'y a pas de réciprocité possible. Au Japon, par exemple, il n'y a pas tellement de musées d'art occidental qui aient des œuvres qui puissent nous être prêtées à nous, au Louvre. Donc, du coup, si on doit prêter des œuvres au Japon, c'est pas absurde de poser la question sous l'angle monétaire. Mais avec la plupart des grands musées américains ou européens, il n'y a pas de transaction. Il en va différemment lorsque vous avez une entreprise privée, ce qui est le cas de la Pinacothèque, c'est une entreprise privée. Je n'ai rien contre, évidemment, au contraire. Qui n'est pas de collection de départ, qui s'est juste positionné sur le créneau des expositions. Donc c'est un historien de l'art qui l'a fait fonctionner. Il connaît son affaire, il sait faire des expositions qui marchent, il a un talent marketing indéniable, mais il a ce problème de la contrepartie. C'est-à-dire que même s'il affirme que ce n'est pas le cas, quand il fait des expositions avec le Rijksmuseum Amsterdam, par exemple, en fait, il paye les œuvres, c'est sûr. Or, à long terme, c'est un souci parce que c'est un poste qui doit être coûteux. Donc, il s'est dit, j'ai pas de collection, je voudrais plus payer, comment est-ce que je peux faire? Alors, il a réussi à un truc assez malin, qui est de convaincre des collectionneurs, alors lesquels, je ne sais pas bien, j'ai cru comprendre que c'était des Russes, enfin, des gens qui avaient des œuvres plutôt dans leur coffre-fort que dans leur salon. Il a réussi à les convaincre de mettre en dépôt chez lui, dans un espace qu'il a ouvert, pour une durée assez longue, ces œuvres-là. Du coup, ce n'est pas une collection vraiment permanente, c'est quelque chose, une collection durable, disons, selon un deal que je ne connais pas dans le détail avec les collectionneurs. Alors, je pense que c'est un truc du style, je paye l'assurance des œuvres et les frais de conservation, et je les valorise en les montrant au public, plutôt que de les laisser dans un coffre-fort, c'est mieux. Il ne doit pas y avoir de transaction monétaire avec le propriétaire de l'œuvre, sinon on retombe dans l'équation absurde du début. Et avec ce fonds durable, et non pas permanent, il doit se dire, je vais faire du troc. Comme ça, j'aurai plus besoin de payer pour emprunter au Rijksmuseum, je vais leur prêter. Mais j'arrive pas à comprendre comment un propriétaire d'œuvre qui a son œuvre en dépôt à la Pinacothèque, qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il va apprendre qu'on a prêté la sienne en échange
et que son œuvre va aller à Los Angeles ou ailleurs, avec en plus une... Enfin voilà, je sais pas, c'est un peu un mystère pour moi. C'est intéressant, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça la démarche vraiment intéressante, mais je ne saurais pas vous dire si ça va marcher. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de précédents. Moi, je souhaitais prolonger les questions sur le mécénat. Alors, je ne sais pas si je dois poser cette question à l'ancien directeur général de l'ADMICAL ou au responsable du mécénat du musée du Louvre, mais on voit bien que ce que pointe le dernier rapport de la Cour des comptes, donc de la semaine dernière, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a accordé des lois mécénat pour favoriser le financement des musées, parce qu'il y a une forme de désengagement de l'État, et donc l'incitation, c'est une incitation fiscale. C'est-à-dire que d'un côté, on essaie de réduire les dépenses, mais si ça marche avec l'incitation fiscale, ça veut dire qu'on va réduire aussi les recettes. Et donc, on peut imaginer, je caricature, hein, mais on peut imaginer qu'on arrive à solde nul et que le résultat de l'opération des dispositions mécénat, ce soit un abandon de politique publique, tout simplement. Et qu'in fine, on revienne sur cette disposition, et c'est-à-dire qu'on ferme le robinet du mécénat. Et alors, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on pourrait passer du mécénat au parrainage? Ou est-ce que les musées risqueraient de perdre leur âme? En passant au parrainage? Ouais. Non, le parrainage en tant que tel, c'est-à-dire il n'y a pas de réduction fiscale, c'est juste la dépense culturelle considérée comme une dépense normale de gestion. Dans ce cas-là, nous, les contreparties qu'on donne sont plus importantes, mais elles ne changent pas de nature. Sinon, l'équation infernale que vous avez décrite, je vous la renvoie, moi, so what? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Non, ça ne veut pas dire qu'effectivement, de la part des acteurs, il ne faut pas se mobiliser. Mais si on voit ce qui se passe dans le secteur culturel aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le Louvre collecte beaucoup de recettes issues du mécénat, puisque ça représente, vous avez dit, 14%. Oui. 14% du total des recettes, mais que tout le monde essaie de s'y mettre. Je veux dire par là, évidemment, les autres musées, mais aussi le spectacle vivant, le théâtre, il y a le secteur musical, etc. Donc si tout le monde le fait, et si tout le monde le fait avec succès, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet macroéconomique qui va amener le gouvernement à reconsidérer sa position sur le sujet? Ça renvoie à des considérations très politiques au sens noble du terme. Je pense que d'une manière ou d'une autre, l'État ne peut pas dire la culture, c'est pas mon affaire. Alors soit c'est son affaire directement par la subvention, soit c'est son affaire autrement par des réductions d'impôts. Mais l'idée qui s'en désintéresse absolument complètement n'existe quasiment nulle part au monde. Quand vous regardez le modèle américain, où l'histoire est radicalement différente, il y a bien des incitations fiscales puissantes pour remplacer l'engagement de l'État qui n'est pas au même niveau qu'en Europe, parce que l'histoire n'est pas la même. Mais fondamentalement, c'est bien le même geste. C'est bien l'idée de dire la culture est une affaire d'intérêt général, il faut que la collectivité se donne les moyens de... Alors comme... Vous le savez, la loi de Baumol, tout ça fait que la culture ne peut pas s'autofinancer avec les seules règles du marché. Il faut bien trouver un truc. Donc le truc, c'est la subvention ou le mécénat via les réductions fiscales. Alors après, que les termes de l'équation oscillent plus dans un cas ou dans l'autre, c'est une question de degré, pas de nature. Les modèles, au fond, américains et européens sont en train de converger. La vraie règle, c'est que maintenant, il y a une diversification massive et que après le curseur, il est plus ou moins important du côté de l'État. Ce qui est sûr, si vous voulez, en s'adressant aujourd'hui dans une école de commerce, c'est que je pense que les métiers de fundraiser ont de l'avenir. J'en dirais pas autant des métiers de gestionnaire de dépenses dans les établissements publics, par exemple. Enfin, ils ont de l'avenir aussi parce qu'on ne peut pas ne pas gérer comme il faut ces fonds-là, mais les budgets ne sont pas appelés à s'accroître beaucoup. Par contre, diversifier les recettes propres, ça c'est un truc, qu'on le veuille ou non, qui forcément va devoir être développé. Donc ça c'est du marketing, hein, c'est une forme spécifique de marketing, un petit peu particulière certainement, mais c'est sûr que on est à un moment où les institutions culturelles doivent apprendre ça. Alors est-ce qu'elles doivent le faire au dernier moment? C'est un peu ça le problème, c'est que beaucoup de structures culturelles ont attendu vraiment d'être le dos au mur. Au moment où l'État leur a dit, écoutez, mon coco, c'est moins 5% l'année prochaine, pour se demander, merde, alors moins 5%, comment je fais? Et quand vous êtes le dos au mur avec moins 5% dans 6 mois, c'est même presque plus possible d'enclencher une mécanique vertueuse, parce que le mécénat, avant que ça rapporte, ça coûte un peu.
Ça coûte en RH, par exemple. Donc, si vous n'avez pas pris vos dispositions avant, vous êtes un peu coincé. D'où l'idée qu'il faut professionnaliser les pratiques. Il faut intégrer ça dans les modes de fonctionnement et de management des établissements culturels. Le Louvre, il a beaucoup de chance avec son nom, sa marque, sa réputation, tout ça, mais il a un peu aussi fait du bien, dans le sens où il a démarré cette réflexion-là en 2003 ou 2004. C'est-à-dire à un moment où ça ne se posait pas en termes de vie ou de mort, si j'ose dire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre le temps de recruter, de former des gens, d'apprendre, de capitaliser de l'expérience. Et le moment venu, vous êtes moins mal armé que les autres pour faire face, en effet, aux difficultés. Oui, c'est une vraie petite mutation, ça, oui. Mais merci. Je me pose sur un plan résolument microéconomique, pas politique. Enfin, c'est pas mon job. Je ne pense pas non plus que ce soit ceux des gens conformes ici. On peut être citoyen aussi, mais ce dont on a besoin, c'est de professionnels. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Non? Pas une dernière question? Alors, est-ce qu'on peut clore sur une petite question polémique? J'adore ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure, fallait-il dépenser 4 millions d'euros? Je vous dis tout de suite que ma réponse n'est pas induite par la question. Enfin, en tout cas, ma réponse personnelle, c'est vous avez dit 4 millions d'euros pour un 7 millième tableau pour le Cranach. Alors, pour les collections allemandes, on ne peut pas dire que le musée du Louvre soit particulièrement riche, ce qui n'est pas le cas des collections, ce qui est le cas également des collections espagnoles, où là, il y a aussi... Je vous vois venir. De très loin, avec mes gros sabots. Mon gros sabot porte sur ce qui pourrait être un animal au pas plus léger, mais qui n'est pas un animal, mais un peintre. C'est donc le poussin. Est-ce qu'il fallait dépenser 17 millions d'euros pour un 43e poussin? Ah, je pensais voir venir autre chose. Ah bon, quoi? Je pensais voir venir la question de, je vais essayer de le dire comme il faut, l'inaliénabilité des collections. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il fallait... Attendez, ben bien sûr. Comment ça? Vous préfériez qu'il parte à Abu Dhabi, ce poussin, ou qu'il aille au Qatar ou aux États-Unis? Attendez, la France est un des 3 pays, avec l'Angleterre et l'Italie, où il y a encore un patrimoine artistique extraordinaire. C'est évident qu'on a intérêt à ce que ça reste en France. Je ne dis pas tout à n'importe quelle condition, mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'accord, merci. Merci Christophe Monin, bravo. Merci à vous. Ouais. Merci au public fidèle, merci aussi à Frédéric et à Axel pour l'organisation, et merci à l'équipe d'Iségoria, Anne, Clémentine, Arnaud et tous les autres. Voilà, bonne soirée.